D'un côté, un profond malheur qu'il va falloir traîner et jusqu'où, et puis le bonheur possible et attendu et qui existe. Quoi? T'as niqué la porte. Attends. D'un côté, un profond malheur qu'il va falloir traîner et jusqu'où, et puis C'est dur. le bonheur Il m'a dit, j'ai possible et poussé la attendu porte. et qui existe. Bon, aujourd'hui, les gens, le contenu d'aujourd'hui, c'est le ça commence aujourd'hui sur les transitions de genre. Ils ont décidé de faire marche arrière. Les gens en ont parlé sur les réseaux. Il y a des gens pour dire que l'émission était pas mal et que l'invité il était pas mal. Il y a des gens pour dire que l'émission pue la merde et que c'est vraiment des émissions anti-trans. On va se faire un peu un avis. J'ai peur du docu. Mais là, c'est pas vraiment un docu, c'est plus en mode discussion. Timothée, alors tu as des transitionnés, je sais pas quoi. Mais moi, ça m'intéresse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de transidentité. Enfin, ça fait longtemps. Ça fait 3-4 mois, je crois. C'est bien. Je suis trans, donc je peux parler de ça quand même. C'est vrai que maintenant, je suis plus uniquement transcodé. Et tant mieux. Et c'est ok. Et c'est tant mieux, en fait. Moi, je vous avoue, je suis une vieille trannie. Ça fait 8 ans, les amis. Ouais, c'est ça. Ça fait 8 ans maintenant, là. Je sais plus. Mais bref. Mais ça fait longtemps, quoi. Je ne me définis pas que par ça. Et je ne parle que de transidentité. Vieille trans démissionnaire. Mais c'est pas démissionnaire. Au début, c'est un tel bouleversement dans ta vie qu'évidemment, tu te définis beaucoup autour de ça. Tu tournes beaucoup autour de ça. Mais au bout d'un moment, en fait, la vie reprend. Et tu peux pas juste te définir par ça. Genre, te réintéresses à plein de choses et tu te définis autrement. Et effectivement, quand t'as de la chance et que t'as un bon passing et tout, ce qui est plutôt mon cas, j'ai de la chance, au bout d'un moment, oui, t'en viens presque des fois à oublier que t'es trans. C'est vrai que des fois, dans certains contextes, je suis en mode, je suis presque un peu cis mental. Et je me rends pas compte que, non, je suis trans en fait. Il y a quand même une grosse différence. Des fois, je la ressens. Moi, j'avoue, il y a un registre. C'est des modes d'amitié féminine que des fois, je ne connais pas, en fait. Je me rends compte. En fait, les manières que des meufs entre elles ont de relationner. C'est-à-dire que, j'ai pas de soucis pour être ami avec des meufs et tout. Mais des fois, la façon qu'elles ont de le faire, qui est un peu une façon qui est liée à une socialisation quand elles étaient à l'école, au collège et tout. Vous savez, le truc genre énormément de proximité, on se raconte tout, on va dans les toilettes des filles, on rigole, les pots de thym, les trucs comme ça. J'ai moins ce truc-là. Et du coup, des fois, je comprends pas les signaux que des meufs m'envoient. C'est qu'il y a des meufs dans mon entourage, elles sont comme ça avec moi. Elles sont en mode, Moufette, t'es mon ami, nanana. Et elles vont sur ce mode relationnel, et moi, je suis pas doué à ça. Et du coup, des fois, elles sont un peu en mode ok, elle veut pas être mon amie. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est juste j'ai pas l'habitude de relationner comme ça, quoi. Je suis femme cis, je l'ai pas non plus. Oui, il y a des femmes cis qui l'ont pas non plus. Mais en majorité, les femmes cis ont quand même des instincts, tu vois, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que c'est un peu des instincts que t'as quand t'étais déjà un peu cool kid à l'époque du collège, de l'école ou des trucs comme ça. Ça me fait un pincement pour toi. Bah non, c'est tout. À l'inverse, évidemment, je comprends bien mieux des éléments de la sociabilité masculine. Je comprends sûrement bien mieux comment des hommes fonctionnent du point de vue de leur sociabilité, tu vois. Ça, c'est normal. Mais je suis jeune, hein, c'est 8 ans de transition, c'est pas énorme. D'ici, peut-être que dans 10 ans, je serai en mode, je ne comprends plus les hommes et en fait, je ne traîne qu'avec des filles. Ça sera peut-être ça, en fait, t'évolues, quoi. J'ai rien compris, explique en langage simple. La manière qu'ont les hommes de relationner entre eux, des fois, c'est juste construit de la même façon que les femmes ont à relationner entre elles. Tu vois, les choses que tu dis à tes potes pour relationner, les sujets de discussion que t'as, la manière dont on se parle, la pudeur qu'on a ou pas, tu vois, tous ces éléments-là, tu vois, un peu d'attitude de sociabilité masculine, c'est ce qui fait un monde masculin. En langage LOL, quand t'es habitué à jouer jungle, tu joues jungle, on te remet sur une lane, t'es un peu perdu. Genre, ok, il faut la stit, les creeps et tout, mais t'as pas... on va parler de transition de genre aujourd'hui, c'est parti, c'est le sujet d'aujourd'hui. Toujours bien d'en parler. Là, on n'est pas actuellement dans une panique morale anti-trans spécialement, mais c'est toujours bien de rappeler des bases, rappeler des trucs. Alors, spoiler, je ne regarde plus jamais ce genre d'émission, ça ne m'arrive jamais. Aujourd'hui, je m'en bats un peu les couilles. Pourquoi pas. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. C'est un sujet inédit dont on parle très peu qu'on va aborder cet après-midi. Ellie et Roman ont chacun vécu... Alors déjà, ça me gêne. C'est faux, on en parle souvent quand même, sur plein de médias. Et dans ce genre d'émissions en particulier, il y a au moins 1 ou 2 émissions par an sur le sujet, quoi. Pour un phénomène qui ne touche, je rappelle, que moins de 1% de la population ou des trucs comme ça. Vraiment, en proportion, on en parle quand même souvent. Ils ont engagé des démarches importantes, on en parle souvent dans cette émission, avec des traitements, parfois des opérations dont certaines ont eu des effets irréversibles sur leur corps. Mais au fil des années, leur regard sur leur identité a évolué. Ils ont alors fait le choix d'interrompre ce parcours et d'emprunter un autre chemin, celui de la détransition. On va les écouter sans jugement, leur témoignage pose beaucoup de questions. Voilà, bon, elle fait peur cette émission, c'est pour ça que je voulais la voir. Là, c'est vraiment les détransitions, quoi. D'habitude, c'est qui fait des émissions sur les détransitions ? C'est Feuméliste, des médias d'extrême droite et tout. Du coup, la peur, est-ce que c'est une forme de dispositif un peu
qui cède aux paniques transphobes ou pas. C'est ce qu'on va découvrir. Tout dépendra des invités. Mais le dispositif, il me met pas à l'aise, tu vois. Tu vas partir du principe que tu vas parler des détransitions. En fait, le problème, c'est que quand tu parles des détransitions, normalement, quand tu le fais sur un angle pro-trans, tu introduis la chose en disant, bon, il y a très peu de détransitions, elles se passent pas toutes mal, et les personnes qui regrettent ne sont pas toutes des personnes qui en veulent à l'idéologie trans ou aux médecins ou tout ça. Dans les études, c'est ce qui est montré, c'est que le taux de détransition est plutôt bas et que les gens qui regrettent amèrement leur transition ne sont pas en majorité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une majorité de gens qui sont en mode, bon, j'ai peut-être un peu souffert d'avoir pris cette décision, mais j'en veux pas aux gens autour de moi, c'était une exploration de moi-même. Ou alors les gens, ils deviennent non-binaires, bizarres ou je sais pas quoi. Mais généralement, il y a plein de parcours différents, plein de raisons d'arrêter. Et surtout, dans les statistiques qui visent à placer le phénomène des transitions comme assez élevé, elles jouent sur une confusion qui est celle que, au moment de l'échantillon et du questionnaire, tu te retrouves potentiellement avec une grande population de gens qui détransitionnent, mais une très grande majorité de ces gens-là détransitionnent momentanément. Des fois, ils vont te présenter les choses en disant c'est pas fait pour moi et tout ça, mais c'est parce que contextuellement, ils sont mis face à des difficultés et parfois, il y en a au moins 80% qui, des années plus tard, vont reprendre des transitions, reprendre le processus et finalement vont faire un peu marche arrière sur le truc de se dire, ah bah en fait les gens avaient raison, je suis trans, j'ai voulu à nouveau me le cacher à moi-même parce que je vivais une situation trop compliquée pour transitionner, maintenant ça va mieux, maintenant je vais pouvoir le faire. Donc il y a aussi beaucoup de situations comme ça dans ce qu'on appelle les détransitions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'était pas le bon moment, etc., et les gens ils vont revenir plus tard. Source, j'ai préparé une grosse source méta-analyse là, au cas où il faut en parler un petit peu, mais globalement voilà, la transphobie cause première de la détransition. Bah oui, mais moi j'ai déjà croisé des gens comme ça. Enfin, moi je me rappelle, il y a très longtemps, je parlais avec une jeune personne qui voulait transitionner et qui me demandait plein de conseils et que bah du coup j'avais un peu un côté daronne avec elle et je lui expliquais un peu tout, sauf que cette personne faisait des études au sein de l'armée et pour devenir traductrice vers le russe, notamment notamment vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine avec Poutine et trucs comme ça. Donc c'est un milieu quand même assez masculin, assez dur. Faut pouvoir s'intégrer et en fait à l'époque cette personne-là, prise dans ce contexte-là, est revenue un moment me voir et m'a dit c'est trop compliqué, je suis pas trans, vas-y, désolé de t'avoir sollicité avec tout ça et tout. Et moi le message que j'ai envoyé c'est à dans quelques années, à dans quelques temps, on se revoit bientôt. J'ai un peu dit ça et du coup la discussion s'est arrêtée là et 2 ans plus tard je reçois un message pour dire bon t'avais raison, maintenant j'ai fini mes études, là je vais commencer ma transition. Voilà, c'est que des fois c'est le contexte et la personne elle se dit pas ah là là c'est à cause du contexte que je ne peux pas, c'est juste qu'elle se dit vas-y je me suis trompé, c'est trop compliqué pour moi, je vais pas le faire. Mais des fois c'est l'affaire d'une vie, ça veut dire que si c'est pas le moment, peut-être ça sera le moment dans 2 ou 3 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, peu importe. Mais en fait ça arrive très souvent que des gens reviennent sur leur décision de finalement je n'y vais pas et finalement j'y vais. Il y a beaucoup d'hésitation comme ça. Et le problème de beaucoup d'études qui parlent de détransition, c'est de faire une analyse sur le moment, sur un instant, un questionnaire sur un moment et de ne pas suivre les gens sur les années qui suivent en fait. Ça veut dire que évidemment tu vas augmenter ta proportion de détransitionneurs. Mais pour vraiment avoir l'échantillon des transitions, il faudrait que sur plusieurs années, tu sois sûr que les personnes aient bien confirmé leur choix de détransition et ne reprennent pas une transition plus tard. Vous comprenez un peu le biais déjà statistique qu'il peut y avoir dans certaines études vis-à-vis de ça. Voilà. Bonjour Élie. Bonjour. Bonjour Eric et François, vous êtes les parents d'Élie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et à côté de vous, Romane également. Bonjour Romane. Je présente Florian Ferreri qui est professeur en psychiatrie et qui va nous accompagner aujourd'hui. Bonjour Florian. Bonjour Faustine. Ah, le psychiatre, il en faut un, hein. Le pas du ring. Le PADU, il est là. Est-ce qu'il va nous sortir des électrochocs là? On sait pas, hein, tout instant ça part. Non mais on va voir ce qu'il dit. Moi j'ai peur, je vous jure, j'ai peur du dispositif de l'émission. J'ai peur. Avant de commencer cette émission, je voudrais quand même ajouter quelque chose, mettre des pincettes, puisqu'on a beaucoup abordé ce sujet de la transition de genre. C'est un sujet, vous le savez, qui nous tient à cœur depuis presque 10 ans maintenant. C'est drôle parce qu'elle s'est contredit. Hein. Elle a commencé l'émission en disant on n'en parle quasiment jamais. Et là elle a dit 1 minute 30 plus tard, 1 minute plus tard, on en parle quand même souvent. Mais du coup, j'imagine que c'est pour dire on en parle souvent, mais on parle pas de des transitions souvent, c'est ça? Mais il était important pour nous de préciser que notre volonté, c'est absolument pas de remettre en question, évidemment, ces parcours qui sont essentiels pour beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans une vraie souffrance. On le dit souvent, encore une fois, ça se déroule bien la plupart du temps, mais il y a aussi des personnes dont l'histoire est beaucoup plus complexe et c'est tout aussi important de leur donner la parole. Donc, encore une fois, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun engagement de notre part. On est juste là dans l'écoute et la bienveillance. Ok, moi ça me paraît carré, pour l'instant. On verra si le dispositif tient parole. Vous
vous êtes née fille, Oui, c'est ça? exactement. Vous êtes née Élise. C'est ça. Et vous êtes devenue qui? Et donc, en fait, à l'adolescence, je suis devenue Elliot dans quelques années. Enfin, je me suis identifiée comme ça. Et donc, j'ai fait un parcours de transition pour me masculiniser. Et aujourd'hui, vous êtes Élie. Pourquoi pas être revenue à Élise, d'ailleurs? Pour moi, c'était important, en fait, de ne pas revenir en arrière. Attends, mais c'est ça qui est intéressant. Déjà, là, c'est. Du coup, c'est plus une transition. En fait, c'est une détransition, une tout non-binaire, un peu. Je préchote. Ça redevient pas Élise en mode vas-y, je repousse tout de la féminité. C'est Ellie en mode je vais être cette personne genderfuck. Voilà, je suis à cette image-là. C'est juste une autre transition. Bah, on va voir, on va voir. Et vous, Roman? Alors moi, je suis né garçon, je suis né Roman, puis j'ai emprunté un prénom féminin. Non, c'est pas un dead name, du coup, finalement. Bah, c'est devenu un dead name. Quelque part, c'est finalement. devenu un dead Alors, name. le dead name, c'est le nom que l'on donne quand il y a des personnes en transition de genre, le nom du premier genre, finalement, Le nom qu'on de a un peu naissance. envie d'oublier, C'est ça. le nom de naissance. C'est ça. Mais il est BG, lui, en vrai. C'est un peu Twink Noxtag. DA Twink Noxtag. Mais je trouve il est BG. Donc, moi, j'ai pris un traitement hormonal de la testostérone pendant 3 ans et demi, à partir de mes 16 ans. Et j'ai fait une mastectomie à mes 17 ans. Ok, donc 16 ans. 16 ans, 17 ans, mastectomie. Mastectomie, je sais plus. Ok, d'accord, c'est allé assez vite. En fait, c'est des transitions, mais c'est des transitions très tôt, quoi. Que pareil pour... c'est Romain, du coup Roman, je sais plus. Roman. Lui, ça devait être très tôt aussi, quoi. Cette prise d'hormones a modifié votre voix. Vous n'avez pas votre voix d'Élise. Vous avez... Oui. C'est ça, ma une voix entre a deux. beaucoup changé. Oui, c'est ça. Je pense, un des trucs sur lequel tu pourras pas trop revenir quand t'as fait une transition transmasque, c'est que t'as mué, quoi. Ça y est. Ça, c'est le truc qui arrive très très vite. Genre, même pas au bout d'un mois, ta voix, elle commence à dérailler. T'as mué, quoi. Voilà, t'as mué. Voice training, bah non. Ah oui, voice training pour refaire une voix féminine. Oui, en vrai, oui. Mais c'est pour ça que je pars un peu sur le mode genderfuck. En mode, au final, elle se dit femme, mais moi j'ai l'impression qu'elle accepte aussi potentiellement son corps. En mode maintenant, j'ai un corps un peu genderfuck, tu vois. Est-ce que cette poitrine vous manque? Et est-ce qu'on pourrait imaginer une reconstruction mammaire? Alors, oui, on peut parler de reconstruction mammaire. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse parce que pour moi, c'est une autre intervention chirurgicale. D'accord. Je suis pas du tout dans une optique de repasser par d'autres interventions D'accord, chirurgicales. Ok, oui, ok, il y a un peu cette... Ah ouais, mais là, moi je peux comprendre, hein, c'est lourd quand même de passer sur le billard, que ça soit les drogues qu'on te met, que ça soit le réveil, que ça soit la douleur. Si tu peux t'épargner ça. Moi je capte, mais du coup il y a un peu de... Ok. Mon cheminement, c'est plus vers justement une acceptation totale de de où votre je parcours? suis. Ouais. Ça va, c'est pas si lourd. Bah ça dépend ce que t'appelles lourd, parce que typiquement quand tu... Enfin moi j'ai eu l'opération où on te rajoute des seins, mammoplastie, je sais quoi. Bah c'est au niveau de la douleur, c'est pas le truc le plus fou, mais par contre au niveau du handicap, bon, pendant plusieurs semaines, t'as du mal à bouger, quoi. T'es Batman dans Batman Forever, quoi. T'as un balai dans le cul, quoi. Votre transition est allée jusqu'à où pour devenir une jeune femme? Eh bien, ma transition est quand même allée assez loin. Néanmoins, je ne suis pas allé jusqu'aux opérations. Je me suis stoppé juste avant. D'accord. Mais sinon, la féminisation était complète. C'est d'ailleurs une opération qui a un peu... vous avez dit là, Ok. c'est ça qui vous a réveillé aussi. Hein. Oui. Ça allait trop loin. Un peu. Il y a eu un électrochoc à un moment. Après, du coup, garçon devenu fille, donc qui est passé potentiellement un peu par des hormones et tout, je sais pas, on va voir, et qui redevient garçon, je sais pas pourquoi. Il y a une méta où c'est un buff si t'as une DA un peu clean boy. Twink clean boy avec la peau bien propre, tu vois. Il a pas fait d'épilation laser, on dirait. Ouais, je sais pas. Métrosexuel. Non, mais toi, t'as 40 ans, frère. Maintenant, on dit clean girl, clean boy. Mais ça veut pas dire métrosexuel en mode juste tu prends soin de toi dans l'ancien sens. C'est généralement, c'est en mode tu fais très attention à ta peau, par exemple. C'est beaucoup de skincare routine, trucs comme ça. Et en vrai, bah, les œstraux, c'est un peu un buff vis-à-vis des mecs. C'est que t'as forcément une peau un peu plus tendre, un peu plus fine, un peu plus propre. T'en prends soin. Donc potentiellement ça te crée un buff si t'as DA c'est clean boy. Je savais pas que le terme avait changé. Ouais, métrosexuel on disait ça quand j'avais genre 18 ans quoi. Ça fait 10 ans. J'ai vécu quand même pas mal de harcèlement à l'école et notamment sur des questions qui touchaient un peu à ça. Par C'est-à-dire, exemple, pourquoi vous avez subi du harcèlement? Parce que j'ai toujours été très grande, ce qui déjà n'était pas tout à fait dans la norme pour les filles. Et puis j'adorais le basket. Je jouais beaucoup au basket et c'était considéré comme un sport de garçon et du coup c'était beaucoup de sujets à moquerie. Et donc Vous étiez garçon manqué, c'est ce qu'on vous disait? oui, en tout cas c'est l'image qu'on renvoyait. Ouais. Ouah, les gamines elles sont dures quand même entre elles. Hein. Moi j'ai pas connu ça donc je me rends pas tout à fait compte des fois mais tu fais un peu trop t'es un peu trop grande, ça y est, t'es plus dans le girls club. Dans un premier temps, en fait, j'ai essayé de trouver. En fait, j'avais envie de rencontrer des personnes comme moi. J'avais envie de rencontrer des filles comme moi. Et du coup, Donc lesbienne, homosexuelle. Oui. Et donc, j'ai cherché des associations lesbiennes autour de chez moi. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, un petit peu, moi, je suis tombée sur une adresse, celle d'une association trans. Gwyn de campagne.
Il y a un peu ça, ouais. Bah, en vrai, si tu trouves pas d'assaut LGBT, c'est que t'es déjà dans une petite ville quand même. T'es quand même dans une petite ville, quoi. Une lesbienne, c'est pas une femme au sens qu'on l'entend des normes genrées souvent, d'où le sentiment de décalage et harcèlement. Toi, t'as lu Wittig, non? J'ai pas encore lu Wittig, mais maintenant j'ai capté que c'était un peu cette filiation. Ça a l'air bien, mais il faut que je lise. Je leur ai expliqué du coup mon questionnement et on m'a directement parlé de traitements hormonaux. On m'a parlé de la prise de testostérone, on m'a dit des possibilités que ça offrait en termes de changement très vite, physique. en fait. On est passé Oui, au-dessus d'une en fait, étape. c'était très pragmatique comme réponse. Après, c'est pas si faux, genre les lesbiennes sont intégrées au FCOM. Non, c'est plus complexe que ça. En fait, c'est pas genre, faut pas non plus être trop binaire là-dessus. C'est pas une question de est-ce qu'elles sont intégrées ou pas, c'est une question de elles échappent aux injonctions à la féminité ou à être associées à la féminité dans plusieurs contextes. Le seul contexte où, in fine, elles n'y échappent jamais vraiment, c'est l'espace public. Et il y a là où demeure encore une question de contrôle des corps, une question de voilà. Mais par exemple, du point de vue relationnel, elles ont plus les mêmes scripts. Elles sont presque même dans la réinvention de certains scripts et donc de certaines catégories, comme ça a pu se faire par le passé. À l'époque où on a amené Butch, on a amené les lipsticks, on a essayé de penser un peu tout ça. Donc en fait, c'est déjà une manière, en tout cas pour Wittig, de dire les lesbiennes ne sont plus des femmes, enfin ne sont déjà plus des femmes. Au sens de, elles ne sont plus soumises à toutes ces injonctions, elles sont désormais dans un imaginaire qu'elles ont à se réapproprier, à réinventer, et voilà, de diverses façons, avec des choses qui se contredisent ou pas. Mais il y a déjà un truc hors norme, quoi. Mais il demeure des espaces où, malgré tout, tu continues de banalement refléter la norme. Typiquement, dans la rue. À moins d'être très butch et de renvoyer quelque chose de plutôt masculin, comme elle, hein, finalement, tu vas quand même te retrouver à être ramené à des injonctions. En fait, dans l'espace public, on part du principe que t'es hétéro de base. En fait, c'est ça, quoi. Le mode de base, c'est de partir du principe que t'es hétéro. En tout cas, la plupart des hétéros font ça. Après, les lesbiennes ou les gays et tout ça, ils ont un peu plus le radar de elle, c'est pas trop une hétéro, je pense. Du coup, je vais pas lui parler de la même manière et tout. À ce moment-là, j'avais 16 ans. Donc vous étiez mineur. Vous saviez, Eric et Françoise, qu'il avait été voir cette association? Non, ça nous a pas été. On l'a su après. Oui, et ça arrive de plus en plus. C'est que, en fait, plus le temps passe, plus les réseaux trans se connectent, et plus il y a cette piste de vas-y, je vais faire mon own shit. Ça veut dire, je vais trouver des gens pour m'aider, je vais trouver des assos, je vais trouver des gens, je vais même faire du DIY, commencer le traitement de mon côté sans passer par des professionnels de santé. De plus en plus, il y a ce genre de parcours chez les jeunes qui est assez en rupture avec l'habitude qu'on a des parcours de transition où dès que ça va pas, en fait, les enfants, ils en parlent aux parents d'abord. Et si ça coince avec les parents, potentiellement, il y a quelque chose qui est abîmé du point de vue familial, et c'est ça qui mène les gens à se débrouiller par eux-mêmes et aller vers des réseaux, des assos et tout. Maintenant, des fois, il y a juste un court-circuitage en mode non, j'ai pas envie de passer par mes parents, quoi. Ça viendra après. Et c'est une manière de pas leur laisser le choix, de leur dire c'est déjà le cas, en fait. Je vous l'annonce, mais je m'en branle un petit peu de votre validation. Je m'en branle un petit peu du fait que vous me validez. Maintenant, je vais faire mes propres choix. Et voilà. Et après, potentiellement, s'engage un bras de fer parce que t'as 16 ans et les parents, ils peuvent encore te casser les couilles. Et ça peut être un peu l'enfer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des mineurs qui finissent à la rue. Hein. Rappelle, il y a une proportion de mineurs trans qui finissent à la rue qui est quand même très importante. Donc voilà. On n'a pas fini avec la transphobie quand même. T'as des tuyaux pour le DIY? Écoute, je ne peux pas publiquement t'en donner. Voilà. C'est bien sûr qu'il y en a, mais c'est hors de mes compétences en tant que streameuse. Et sur Roblox, en gros, sur Roblox, il faut trouver des mini-jeux où il y a d'autres joueurs qui s'y connaissent bien. Et globalement, tu mets un peu de Robux de côté. Et normalement, tu peux trouver des joueurs qui permettent d'entrer en connexion avec des gens qui, contre des Robux, ils te filent des plans. Voilà quoi. Mais il faut mieux être accompagné de personnes qui s'y connaissent et qui peuvent te former à savoir le faire et tout, parce que c'est quand même une prise de risque. Tout le monde ne sait pas le faire dans les bonnes conditions. Donc voilà, globalement, mets des Robux de côté, trouve des amis sur Roblox et essaye de te renseigner un petit peu, et puis voilà quoi. Généralement c'est du bouche à oreille beaucoup. Mais forcément, faut être plutôt proche de gens, proche d'assaut, parce que c'est eux qui ont les pistes. De quoi? De rien, un mini-jeu Roblox. Voilà, désolé, digression Roblox. Ça m'a travaillé, je me suis dit ok, donc c'est quand même une option, peut-être que je pourrais être un garçon, en tout cas changer mon apparence. Et là, c'est là que j'ai commencé à vraiment me renseigner sur le sujet sur internet. Donc j'ai regardé beaucoup de ressources, beaucoup de vidéos en fait qui ont été faites par de transition. De transition, par des ados, ou des jeunes hommes trans qui racontaient leur transition et qui montraient les changements, un peu les avant-après, tout ça. Et là, du coup, c'est devenu très présent dans ma tête. C'est devenu, en fait, je consommais ces vidéos très très régulièrement. Oui, mais ça, je me reconnais tellement. Moi, quand j'étais ado, c'est ça, je regardais les vidéos avant-après. À l'époque où
ça existait pas encore beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, c'était genre, on disait encore les T-girls. On disait même pas trans et tout. C'était des forums T-girls, machin. Moi, je regardais des vidéos comme ça. Bref. Mais c'était trop stylé. Il y en avait une où j'étais fasciné. Et j'étais tellement fasciné que j'essayais de retrouver la personne sur la vidéo pour lui envoyer un message en lui disant merci. Où c'était vraiment genre un mec un peu chou fin corps. Mais c'était un ricain, tu vois. Mais un peu chou fin corps, énergie. Mais bodybuilder qui va à la salle. Donc qui pose avec des muscles énormes. Genre, c'est vraiment. Et après, tu vois le processus de transition et ça devient vraiment une cutie un peu fit, un peu maigre et tout. Et j'étais fasciné. J'étais en mode waouh, on est capable de faire ça. Et c'est vraiment ce parcours de transition où je me suis dit, vas-y, c'est de la magie en fait. Il y a moyen, si tu te déterres, il y a moyen de faire un truc incroyable. Voilà. Parce que j'étais tricks, hein. Moi, j'avais envie d'avoir un bon passing et tout. Hein. Mais à l'époque, c'était même pas une question. C'est les sujets, en fait, les discussions non binaires et tout ça, elles commençaient à arriver. Mais il y avait encore, on était à l'époque, pour ceux qui connaissent, on était encore à l'époque Truscom, Truscom, c'est ça qu'on disait, Truscom, tu sais, avec les transtrenders, les transmed, c'était un peu cette méta à l'époque. Méta qui est révolue depuis, et tant mieux, parce que, en fait, le problème, c'est qu'on aurait encore des transmed dégénérés. En fait, pour moi, le fait que des transmed dégénérés existent donne un avantage certain aux TERF. Donc, moins on a de transmed dégénérés, moins on a ce clivage dans nos communautés, moins les TERF ont des choses sur lesquelles s'appuyer pour nous casser les couilles. Parce que généralement, elles se font le relais des transmètres tout en les acceptant pas. Elles se servent d'une partie du discours, quoi. C'est un peu le printemps républicain des trans. C'est celle qui donne des gages à l'extrême droite. Le mec jouait de la guitare et la vidéo était sur la musique de It's My Life. Oui. Oui. Tu vois de quoi je parle? Putain, incroyable, quelqu'un qui a la ref. Oui, c'est bien cette vidéo. C'est quoi les transmerf? Non, les transmed. En gros, à l'époque, les gens, à l'époque où il y avait les débats qui commençaient à arriver en mode la non-binarité, les queers et tout ça, bah en fait, il y avait encore beaucoup de personnes trans qui, leur référentiel, c'était la SOFECT, l'hôpital, la manière dont les psychiatres parlaient d'eux et d'elles, et leur parcours de transition. Et du coup, c'est des personnes qui se légitiment beaucoup vis-à-vis de l'institution médicale, de dire, ah bah moi j'ai un problème, moi j'ai vécu ça depuis l'enfance, je suis trans, contrairement aux autres qui sont des gens qui nous nuisent parce que c'est une trend, c'est un effet de mode et vous ne devriez pas transitionner à moins de faire ceci, cela, d'aller jusqu'à l'opération, d'avoir ce sentiment depuis l'enfance. C'est un peu du gatekeeping trans. Et généralement, c'était des trans plus âgés qui ont beaucoup vécu au travers de l'institution médicale. Mais en fait, le problème qu'ont eu aussi ces personnes-là, c'est que l'institution médicale, elle était tellement négligente et méprisante auprès même de ces gens-là qui la défendaient qu'au bout d'un moment, c'était plus tenable. Moi, j'en ai connu des vieilles transmed qui avaient ce discours-là, et puis 5 ans plus tard, elles se retrouvent à faire un examen et se rendent compte qu'elles ont 15 méningiomes dans le cerveau parce qu'elles ont pris des antitestostérone hyper toxiques toute leur vie, et qu'elles faisaient confiance aux médecins et qu'elles se sont fait baiser, et que potentiellement leur durée de vie s'est sacrément réduite, rien que sur la base d'avoir fait confiance à ces institutions. En fait, au bout d'un moment, c'était pas tenable, quoi, parce que c'était quand même des personnes négligées dans les parcours, et donc il y a une solidarité qui s'est formée, et surtout une politisation qui s'est formée sur les questions queer. Et moi, ça a été mon parcours, c'est qu'au début, quand j'étais vraiment jeune, genre j'avais 17-18 ans, moi les trucs, quand ça a débarqué la non-binarité et tout, au début j'étais en mode je ne comprends pas. J'essayais de discuter avec des personnes non-binaires en mode mais pourquoi tu veux être ni l'un ni l'autre, c'est bizarre, genre tu vois, j'étais un peu comme ça, mais c'est parce que j'avais une crainte de pas pouvoir me conformer, et puis surtout c'était une autre méta à l'époque, quoi. On n'avait pas les mêmes informations et tout, et ensuite bah, j'ai lu Judith Butler, j'ai commencé à me former sur le côté queer, j'ai commencé à voir les failles dans le discours un peu transmed ou biologisant, vous savez les trucs Jacques Balthazar et tout. Et aujourd'hui, voilà, je suis beaucoup plus musclé sur mon côté queer que sur mon côté biologique au sens de légitimement. Je trouve que ça y est, maintenant, il faut l'abandonner un peu ce truc-là, quoi. Moi, ma take à l'époque, c'était que les non-binaires, c'était juste un moyen edgy de se distinguer. Oui, c'était un avis cata, mais c'était un avis cata, t'inquiète. Mais même au sein des personnes trans, il y avait ce genre d'avis cata, t'inquiète. C'est juste que maintenant, c'est plus la méta. Genre, vraiment, des transmed, il y en a plus beaucoup. Et en fait, même du point de vue associatif, moi, j'ai connu des associations plutôt transmed. Ces associations-là se sont fait ringardiser. C'est-à-dire que même aujourd'hui, elles ont du mal à exister. Ce discours-là n'existe pas. Parce qu'il s'est fait ringardiser. Enfin, il y a des jeunes qui ont débarqué, qui avaient clairement intégré le côté un peu genderfuck, je suis non-binaire et alors tu vas faire quoi? Et face à des vieilles trans qui sont en mode non, il faut transitionner seulement si si tatata. En fait, politiquement, tu peux les éclater, quoi. Tu peux leur dire, bah, t'es juste l'allié des médecins qui te méprisent, hein, tu vois. Genre, t'as rien à y gagner. Alors que t'as beaucoup plus à y gagner que de ne pas être vraiment dans la norme et d'être dans une solidarité marginale. Et c'est ce qui a fini par gagner, et tant mieux. Moi, j'avoue, les vieilles transmed, j'ai plus
j'ai plutôt tendance à les excuser. Oui, mais je les comprends aussi, t'inquiète, j'ai de l'affection même. Au vu de ce qu'elles ont vécu à l'époque, genre si tu te faisais pas de chir, t'étais un trave, même dans les milieux trans. Bah oui, c'était une réalité qui était beaucoup plus dure aussi. Et puis c'est aussi des vieilles trans, parce que des fois elles transitionnaient beaucoup plus tard. Hein. Rappelle que à l'époque, c'était classique d'avoir des transitions qui commencent à 50 ans, genre 40, 50 ans, après que les personnes se soient mariées et fait des gosses, que les gosses soient majeurs, genre même des fois 60 ans et tout, qui n'est plus le cas aussi aujourd'hui. C'est-à-dire la moyenne d'âge aujourd'hui pour les femmes trans, il me semble qu'elle est autour de 25-30 ans, alors que les hommes trans, c'est plus tôt. La moyenne d'âge, elle est autour de 18-20 ans. C'est plus facile de transitionner vers homme que vers femme. Hein. Mais ça, c'est vis-à-vis des structures sociales, quoi. C'est que c'est beaucoup plus angoissant de devenir une femme. Parce que, alors que à la base, tu étais censé avoir ce privilège masculin, c'est beaucoup plus compliqué parce que bah, c'est perçu par la société comme une diminution de ton statut. Et à quoi bon diminuer son statut si ce n'est par fétichisme? En fait, les gens comprennent pas. Ils sont en mode, mais c'est tellement pratique d'être un homme, pourquoi tu veux devenir une femme? Est-ce que tu es fétichiste en fait? Il n'y a pas d'autre explication, ils comprennent pas. Et en vrai, il n'y a pas à trouver d'explication. Hein. Des fois, en fait, c'est juste, c'est dans tes tripes. Et en fait, l'explication, c'est plutôt que quoi que tu fasses, c'est dans tes tripes. En fait, c'est plutôt ça. La question, c'est pas de légitimer le pourquoi je le fais. La question, c'est pourquoi je n'arrive pas à faire autrement. C'est plutôt ça que les personnes trans. Les personnes trans vont beaucoup plus se définir comme ça. Elles vont te dire, mais en fait, je suis pas convaincu d'être ce que je suis. Mais par contre, ce dont je suis convaincu, c'est que j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de penser à autre chose. J'ai essayé de faire autre chose de ma vie. Et à chaque fois, je suis malheureuse parce que je suis rattrapée par ce sentiment d'évidence de je ne me sens pas bien dans mon corps. Et toute ma vie, ça me poursuivra. Donc maintenant, bah, soit je fais quelque chose, soit je crève. Moi, c'était mon cas en tout cas. C'est-à-dire que moi, j'ai eu toute mon adolescence énormément de stratégies. Il y a même une époque où j'étais plutôt homophobe, transphobe parce que ça me dérangeait en fait d'être amené à ça. Et j'avais l'impression que côtoyer des gens qui alimentaient ce sentiment, c'était des gens qui me faisaient retomber dans mes travers que je cherchais à éviter. Et j'ai fait plein de trucs. J'ai traîné avec des garçons, j'ai fait de la muscu, j'ai essayé de masculiniser Maxé à une époque. J'ai essayé d'être vraiment un bonhomme, tu vois. Mais malheureusement, j'ai toujours été rattrapé par ce truc. Et quoi que je fasse. Et au bout d'un moment, c'était soit je meurs parce que c'est trop difficile à vivre, soit je me suicide, soit je transitionne. Et en vrai, bah, je me suis dit, bon, bah, quitte à ne plus rien avoir à perdre, d'avoir ce sentiment de c'est soit la mort, soit ça, bah, autant y aller, quoi. Parce que sinon, bah, c'est triste de mourir sans avoir essayé. En fait, c'est un peu une extrémité, ce qui n'est plus le cas et ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, en tout cas, j'ai vécu quand même cette extrémité de. J'ai tenté de résister à ce sentiment jusqu'au moment où j'ai senti que ma vie devenait tellement pourrie et j'arrivais tellement pas à m'aimer que bah, j'ai été mis au pied du mur vis-à-vis du fait que bon, bah, vas-y, transitionne parce que sinon tu vas te suicider, quoi. C'est trop dur. Un peu comme avec Eddie Redmayne dans Danish Girl, le film biopic de Lily Elbe, transitionne au début des années 30 avec des opérations lourdes pas maîtrisées à l'époque, plus des produits chimiques approximatifs. Oui. Après, c'est vraiment une comment dire, c'est vraiment une exception, Lily Elbe. C'est ça, Lily Elbe? Oui, non, c'est vraiment une exception assez romantisée, quoi. Moi, j'avoue, ce film-là, j'ai un peu du mal. Parce que c'est trop eau de rose, c'est trop romantique et c'est trop niais. Voilà, je trouve que... En fait, quand les films abordent la question trans, ils ont tendance à manquer beaucoup de subtilité et à essentialiser en retour pas mal les rôles de sexe et à créer des personnages qui adhèrent pleinement à une performance très binaire et très même peut-être cliché pour rassurer la société sur le fait que ces personnes en soient bien capables. Et moi, je trouve que c'est... Oui, ce qui est caricatural, c'est que les gens, ils sont complexes. Genre, moi, par exemple, je peux être très féminine dans des contextes, mais par exemple, je sais que quand je suis une streameuse, que je suis en stream et que je parle et tout, je suis plutôt non-binaire genderfuck, au fond. C'est-à-dire que je m'en fiche un peu de comment je suis perçu, parce que c'est pas le même rôle, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime à propos de moi, c'est de me rendre compte que je suis un peu au-delà du genre. Ça veut dire que j'ai plusieurs facettes, qu'il y a du jeu dans le fait de soit être full dans la féminité, soit pas trop, soit retrouver un peu des attitudes de mec quand c'est nécessaire, parce que bah, ce sont des outils sociaux, tu vois. Ce sont des outils sociaux. Quand je traîne avec certaines personnes, je me comporte un peu moins comme une meuf, parce que c'est plus pratique. Voilà, et c'est pas forcément un truc de trans. Même des filles, même des garçons peuvent... voilà. Bon, après, les garçons, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'un garçon, c'est beaucoup moins rigide. Je veux dire, un mec hétéro, il va pas d'un coup être un peu précieux parce qu'il traîne avec des meufs. Par contre, une meuf, elle peut être bien plus masculine avec des garçons et redevenir très féminine dans d'autres contextes. Genre, pour les meufs, c'est de base bien plus fluide. C'est de base bien plus fluide. On m'appelle madame vraiment souvent, c'est chiant. Bah écoute, tu as un potentiel. On en revient à la performance de genre, non? Oui. Mais en fait, performer, il faut avoir conscience que tout ça, c'est une théâtralité, tu vois. Il faut déjà l'intégrer pour bien performer. Ah, quoi? Ah, mais t'en veux? Vas-y, je l'ouvre pour toi. Mais je crois qu'il y en a deux en plus. Bah... Voilà.
Moi, je peux pas le bouffer là, sinon je vais parler. Je mangerai après. Oui. Mais après, le pire là, c'est que tu vas chier la bouche pleine. C'est ça qui me fait rire. Ah, bref. J'ai commandé un binder qui C'est quoi ça? est un vêtement. Un binder, c'est un vêtement qui compresse la Écrase la poitrine. poitrine, ok. Et mais ça, le binder. Et moi, j'étais tellement triste, j'avais tellement peur du regard des gens. Quand j'ai commencé ma transition, je bossais en bibliothèque, donc il y avait beaucoup de relations avec des gens qui viennent te voir et tout. J'ai porté un binder pendant 1 an sous mes vêtements parce que j'étais encore en boy mode et je voulais pas que les gens ils voient les Toblerone qui commençaient à pointer quoi. Mais parce que c'était stressant, genre, je travaillais en bibliothèque, carrément, il y avait des gamins, je les connaissais, genre, tu sais, ils ont 12-13 ans, ils viennent te parler. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, ce qui était paradoxal, c'est que j'étais en train de devenir une meuf, et eux, ils avaient un peu une relation de, tu sais, ils avaient trouvé un grand frère à la bibliothèque, ils lui racontaient tous ces trucs et tout, et moi, j'étais en mode, ouais, je suis ton grand frère, ouais. Alors que j'avais des putains de seins qui poussaient. C'était drôle, bref. Mais j'étais triste, quoi. Moi, j'avoue, j'ai pas sauté le pas. J'ai pas commencé à me travestir et tout avant de prendre des hormones. J'ai vraiment pris des hormones, genre, jusqu'au bout de 8-9 mois. Et quand j'étais de dos et qu'on commençait à me dire madame et que je me dis, je suis dans une ambiguïté, là, j'ai commencé à me dire, vas-y, je saute le pas, je m'habille en meuf et tout. Et encore, ça n'a pas été facile parce que j'osais pas sortir de chez moi. Et c'est un gang de meufs trans qui sont venus me chercher en voiture et qui m'ont dit, vas-y, on te sort. Et du coup, ma première sortie en meuf, c'était ça. Elles sont venues me chercher, on a été dans un bar et je me suis rendu compte que voilà, je pouvais avoir du courage et c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. J'étais vraiment paniquée par ce qui se passait, parce que je voyais qu'elle se masculinisait et j'avais peur de jusqu'où ça pouvait aller. Donc, Ça allait vite? oui. Vous aviez l'impression que ça allait Oui, ça Parce allait que, vite. au début, l'annonce de la préférence sexuelle, c'était pas un souci pour nous. Oui, visiblement. c'est Là, bon sujet. on était très ouverts. Oui, c'était pas un souci, mais surtout ça se voyait depuis longtemps. Oui, ta gamine, depuis la préadolescence, ça se voit que c'est une grande perche qui a envie de brouter des minous. Ça va pas te poser un problème, genre ah oui, je suis lesbienne. Oui, bon, on savait. Ah oui, je deviens un mec. Ah, c'est autre chose déjà. Et vous vous êtes renseigné vous-même là-dessus, sur la transition de genre? Vous avez fait vos petites recherches de votre côté? Plus Françoise, je pense. Oui, moi j'ai essayé Ah oui, de la me daronne. renseigner. Oh, ça, c'est tellement le truc de daronne. La daronne qui ouvre le Google. Transidentité. Et là, c'est parti pour un tunnel immense. En 3 mois, ça y est, elle connaît tout. Tu ne trouves pas que c'est mal placé d'inviter les parents? Elle a quel âge cette femme? Centre de l'attention. Elle est adulte et ne devrait pas avoir la certification du parent sur le plateau télé. La certification du parent. En vrai, en fait, c'est. Moi, j'imagine que quand l'émission te propose, tu dis oui, tu dis non. Genre, tu sais, au bout d'un moment, c'est pas juste vas-y, on t'impose tes parents et tout de suite tes parents et ils rentrent et t'es pris au dépourvu. Je pense pas que c'est. On n'est pas sur Dr Phil, c'est ça, non? Comment il s'appelle déjà? On n'est pas là-dessus non plus. Moi, je trouve que voilà, ça dépend des parents. Ça dépend des parents et même si l'émission c'est un certain conflit entre les parents et la personne, bah, c'est intéressant de montrer ce conflit. Moi, en fait, ce qui me gêne plus dans le dispositif, in fine, c'est de vraiment centrer autour des transitions. C'est ça qui me fait un peu peur. Mais pour l'instant, ça va. Vis-à-vis des personnes invitées, ça va. C'est bien traité. Et là, il y a Dieudonné qui entre sur le plateau. C'est pas pourquoi. Dieudonné est ton père, en fait. Voilà, vous avez une fille trans. Bravo. Dr Phil, oui. Dr Phil qui a l'air d'être un peu finito, là. J'ai vu Dr Phil sous le fascisme, ça a pas l'air de rayonner. Hein. À l'époque, il était un peu plus enjoué, là. Il s'affaisse, ce mec. Ils font sur place. Un peu comme un blobfish qui est pas dans l'eau, quoi. Pas tout de suite accepté. On a voulu d'abord se renseigner, on a été voir cette psychologue dans l'association. La même. Comment vous l'avez trouvée, vous? On l'a trouvée alarmiste quand même. Hein. Oui, tu non. te souviens bien. Alarmiste, c'est-à-dire Alarmiste dans la mesure où elle donnait une espèce de choix. Est-ce que vous préférez avoir un enfant qui ne va pas bien, qui peut même avoir un comportement à risque, ou avoir un jeune homme heureux? Bah, en vrai argumentaire, hein, désolé. C'est que c'est juste vrai, quoi. C'est soit tu vas avoir un gamin qui, du coup, va refouler un peu le truc, mais derrière, ça va partir sur des méthodes pour essayer de se nettoyer la tête de ce qui va pas. Moi c'était vraiment ça, quoi. Moi, je suis tombé dans le shit et l'alcool, mais à 14 piges, à 15 piges, j'étais déjà dans des trucs d'alcoolique, quoi. Je rinçais des bières et tout, mais c'était une manière de t'éclater là, que c'est sinon tu rentres chez toi et tu te mets à boucler sur ah mais ma vie est un enfer, en fait je préfère être défoncé. Vu les taux de suicide c'est réel, bah ça commence par là, quoi. C'est que tu essayes déjà d'être dans une petite mort. La petite mort c'est un peu la mort de ce qui tourne dans ta tête, quoi. T'essayes de calmer les voix. Donc, Et puis aussi, je me rappelle qu'il avait parlé du fait que tous les changements liés au traitement hormonal étaient réversibles. Parce qu'à l'époque, je savais que c'était pas vrai. Il vous avait dit que c'était réversible. À nous. Il m'avait dit, hyper rassurant ça. Enfin, pas hyper rassurant, mais rassurant. Oui. Et à ce moment-là, je savais que c'était pas vrai, mais Vous saviez que c'était pas vrai? parce que je m'étais renseigné là-dessus. Et Pourquoi ils vous ont dit ça d'ailleurs?
pour qu'on accepte. Alors, les traitements sont, en fait, ils sont beaucoup plus réversibles si tu commences par l'étape bloqueur de puberté et tout. Après, oui, quand tu te lances dans une transition, au bout d'un certain temps, bon, oui, effectivement, tu vas pas pouvoir retourner sur certaines choses. Notamment une transition vers homme, où tu mues, en fait, et du coup, c'est pas vrai. Bah, les gens, genre, t'es là, je prends le cas des femmes trans, tu prends des hormones pendant 6 mois, tu développes des petits seins. Bah, demain, tu t'arrêtes, tu auras des petits seins. Si tu t'arrêtes, en fait, il y a une croissance, en fait. Oui, les petits seins restent. Voilà, c'est juste que bah ils vont pas grossir et ils vont pas avoir une gueule très très féminine par la suite, mais il y aura quand même une protubérance. C'est réversible comme une transition est possible. La voix, c'est pas si réversible, mais bah les meufs trans peuvent changer leur voix. Oui, nous ça nous concerne pas. Mais en l'occurrence, quelqu'un qui a fait une transition mec trans pendant un certain temps a mué, tu vois. Après, tu peux refaire du vocal training comme une meuf trans au final pour essayer de reféminiser un peu ta voix. Mais oui, bien sûr. Mais c'est plutôt les bloqueurs, quoi. C'est plutôt les bloqueurs où il y a une piste de réversibilité. Parce qu'en fait, les bloqueurs, c'est comme son nom l'indique. Si vous êtes une jeune fille qui prend des bloqueurs, ça veut dire que potentiellement votre corps qui était en train à la puberté de se féminiser va juste s'arrêter. C'est-à-dire que vos seins qui étaient en train de pousser vont juste s'arrêter. Donc en fait, potentiellement, vous avez mis un stop pendant un certain temps. Si vous arrêtez les bloqueurs, votre transition va reprendre normalement. Enfin, votre adolescence, en quelque sorte, du point de vue cis-sexuel. C'est-à-dire que les hormones vont reprendre leur cours et votre corps va à nouveau se féminiser. Si vous passez des bloqueurs à des hormones masculines, de la testostérone, vous allez vous masculiniser. C'est juste un état de stase, en fait. Les bloqueurs de puberté, c'est plus une forme de stase qui est recherchée. Le temps de pouvoir mûrir dans sa décision et d'avoir l'âge suffisant pour pouvoir entamer un traitement hormonal. Donc il y a quand même des sécurités de ce point de vue-là, mais il faut pas se mentir. Une fois que tu commences un traitement hormonal, tu prends quand même une certaine décision. Et moi, je dirais qu'à partir de 5-6 mois, tu vas arriver sur des résultats qui vont être quand même durs de revenir en arrière. Je veux dire, si tu prends des hormones féminisantes pendant 3-4 mois, tu vas avoir des petites Toblerone. Bon, en vrai, si tu arrêtes et tu reprends la piste garçon, tu te remets à avoir de la testostérone naturellement, bon, ça va pas t'impacter au point que à jamais, quand tu vas te mettre torse nu, ça va être bizarre, tu vois. En vrai, ça va. C'est juste qu'à partir de 5-6 mois, moi je dirais que la décision devient beaucoup plus importante, quoi. Elle va avoir des effets sur lesquels tu vas avoir un peu plus de mal à revenir. Énormément de mecs ont un peu de seins. Oui, voilà, oui. Et puis en vrai, t'as des seins en fait, t'as des mini seins de 5 mois d'hormones. Si t'es un mec qui fait de la muscu, ça va disparaître dans les pecs. Si t'es un mec avec un peu de poids, ça va disparaître dans le fait que t'as du poids. Voilà, à la limite, si t'es sans rien, à la limite, t'as un petit truc en mode c'est bizarre, t'as les tétons qui pointent un peu. Mais il y a plein de garçons qui ont ça. Enfin bref, donc ça va, tu vois, ça va. Mais voilà. La loi en France, elle est un peu mouvante, surtout en ce moment, en tout cas on va voir si le pour les psychiatre est à soins jour. auprès des mineurs, comme en Belgique, il faut l'accord du mineur et bien sûr l'accord des représentants légaux de l'autorité parentale. Pour ce qui est de la partie chirurgicale, notamment orgagénitaux, ça c'est après la majorité. Pour ce qui est des traitements hormonaux, là effectivement ça peut s'envisager avant la majorité et notamment à l'adolescence, mais normalement c'est un collège quand même pluridisciplinaire qui décide de cette mise en œuvre. Et décorrélé d'une association, non? Alors les associations ont leur rôle à jouer, mais en général... Pour les enfants, c'est compliqué parce que les associations, elles jouent surtout dans la dimension médicale quand il s'agit beaucoup de médecins ou d'endocrinologues, de professionnels de santé qui n'ont pas de formation réactualisée sur le sujet et les associations viennent les aider à s'actualiser sur le sujet. Globalement, quand tu es dans un hôpital qui traite des transitions de mineurs, c'est un peu plus des pointures qui continuent de se former sur le sujet. Et encore, des fois il y a des cons, mais globalement bon, tu peux faire un peu plus confiance à leur actualisation de leurs compétences. Parce que en fait, le problème sur le sujet, c'est que très souvent les gens ils sont en mode écoute le psy, écoute le médecin, écoute nanana, mais les gens, c'est pas parce qu'ils ont fait 5 ans d'études qu'ils ont pas eu un dispositif qui a à peine duré 2 jours dans leurs études pour parler de ça. C'est-à-dire que c'est désolé, mais c'est pas parce que t'es psychiatre ou médecin que 2 jours de formation sur le sujet sur tes 5 ans d'études te permettent d'être bon. Si ça tombe, t'as l'impression d'être dans une situation où le mec en blouse blanche en sait bien plus que toi, mais tu sais peut-être 5 fois plus de choses que lui. En fait, c'est ça cette situation qui est un peu bête. C'est que du coup, ils se retrouvent dans une position où ils doivent faire autorité face à des gens qui parfois connaissent mieux le sujet qu'eux, largement, et qui en sont presque à leur dire moi je veux tel traitement parce que je sais que c'est ce qui est meilleur pour moi, et le personnel de santé il est en mode non, je vais pas te filer ça parce que je suis un
connard et je veux que tu m'obéisses, alors que non, la personne n'est juste pas formée. Donc ça dépend. Il y a des personnes qui sont beaucoup en contact avec des associations pour qu'il y ait un échange de comment on se forme sur le sujet, quelles sont l'actualisation des connaissances et des traitements. Mais je pense que en tout cas dans le milieu un peu clinique, hôpital et tout ça qui s'occupe des mineurs, il y en a pas beaucoup. Hein. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 antennes à peine en France. Voilà, là dans ce cas-là, t'as déjà affaire à des gens un peu plus pointus, quoi. Donc généralement je sais pas. Mais après je suis pas passé par ce parcours de formation et je connais pas des gens qui sont passés par le truc de mineur personnellement. Donc j'imagine qu'il y a des problèmes aussi, mais globalement ça a l'air carré, quoi. Et puis ils sont pas nombreux à le faire, donc faut plutôt les soutenir que rentrer dans un discours en mode. Enfin, je dis c'est un peu contre-productif. C'est pas la Sofect. La Sofect c'était quand même une institution assez bien plus présente et bien plus coercitive. Moi j'ai l'impression que les trucs de clinique avec les gamins et tout, ça se défend, tu vois. Pour l'instant j'ai pas de red flag vis-à-vis de ce qui se passe dans ces cliniques, quoi. C'est vrai, on avait déjà parlé ici que si le diagnostic est certain, et ça fait déjà beaucoup de difficultés, il y a un si et puis certain. Et en médecine, c'est pas évident d'être certain. Mais si c'est certain, commencer tôt est plutôt un avantage. Et moi, vous voyez, un des trucs en fait, ça me gêne, mais je m'attends pas à grand-chose de sa part. Mais c'est que quelqu'un comme ça, un psychiatre qui va parler de ce sujet, abordera toujours l'angle du diagnostic, de sa fiabilité, et non pas l'angle des connaissances du médecin lui-même. Parce qu'en fait, c'est trop dangereux et c'est trop pas dans leur corde que de partir de la potentielle incompétence du médecin lui-même. Alors que le vrai sujet, c'est ça. C'est que si les diagnostics sont foireux, des fois, c'est juste parce que le médecin que tu sollicites ne s'y connaît pas. Et du coup, bien évidemment que tu as envie de te tourner vers des assos quand tu te rends compte que ton médecin, il connaît rien. Et qu'en asso, tu trouves beaucoup plus de ressources et de choses qui t'aident. Genre, c'est aussi ça qui se met en place. Donc, évidemment qu'un psychiatre comme ça, invité sur un plateau, il va pas te dire, en fait, les gens sont pas trop formés sur ce sujet. Et c'est pour ça que les associations les forment et tout. Mais c'est la réalité. Et souvent, les gens qui ont un discours de, oh là là, faut passer par un psy, faut passer par un médecin, s'en battent les couilles de savoir que ces gens n'ont quasiment pas de formation sur le quoi. Que, en fait, tu peux être très incompétent dans un domaine tout en étant médecin et être plutôt compétent sur le reste. Pour ce qui est des traitements hormonaux, les blocages pubertaires, on a tendance à dire que c'est globalement réversible, mais pour les autres hormones, c'est en partie réversible. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a certains effets qui ne le sont pas. Oui. Notamment, vous parliez de la voix tout à l'heure. La voix, c'est une fois qu'elle est modifiée, c'est difficile à la corriger. La pilosité. Et puis la pilosité aussi. Ouais. Voilà, exactement. Oui, en vrai, il a raison. Et aussi, autre chose, si jamais vous contactez un professionnel de santé pour vos parcours de transition et tout ça, justement, partez du principe qu'ils ne sont pas forcément formés sur le sujet. Il y en a beaucoup qui ne vont pas se soucier du fait de stocker des gamètes. Moi, je vous le dis, moi, j'ai fait cette erreur. J'ai voulu tracer, j'en avais marre, et donc j'ai pas stocké de gamètes. Maintenant que ça fait 8 ans que j'ai transitionné et que je construis une vie de couple, des trucs comme ça, j'ai de plus en plus une certaine tristesse à me dire, si jamais le projet de l'enfant ou d'essayer d'avoir un gosse et tout se pose un jour, c'est un peu dommage, quoi, que j'ai pas pu stocker de quoi enfanter. Donc moi je vous conseille de le faire, et faites-le avant, parce que si jamais vous êtes dans un parcours de transition et que vous devez stocker des gamètes, vous allez devoir arrêter votre traitement pendant un certain temps, et c'est même pas sûr que ça donne des résultats. Voilà, donc c'est un peu chiant parce que tu te retrouves, tu fais une transition pour devenir une femme, et pendant 5 mois t'arrêtes le traitement, tes poils ils repoussent, c'est un peu traumatisant, quoi. Mais voilà. Normalement c'est obligatoire qu'on vous propose de préserver les gamètes. Oui, mais encore une fois, ils ne sont pas si formés sur le sujet que ça. Voilà, donc parfois il faut le faire soi-même, hein. Je voyais des changements sur mon corps que je souhaitais, et ça, c'était très agréable pour moi de le voir, même si il y avait des effets du traitement que j'avais pas anticipé, mais de manière générale, ça me faisait me sentir bien, ces changements physiques. Après, ce qui a été difficile pour moi à gérer, c'était tous les changements sociaux, en fait, qui ont accompagné la transition. D'être perçu, du coup, comme un jeune homme. Ça, moi, je peux vous dire, en tout cas, pour des mecs trans, c'est un choc. C'est un choc, hein, parce que quand t'as grandi avec l'injonction féminine, la manière dont t'es perçu, d'un coup, tu te retrouves dans le monde des mecs, on te parle comme à un mec, les mecs te parlent comme à un mec, c'est un choc. Genre, t'es en mode, waouh, c'est donc comme ça, c'est ça la vie de l'autre côté. Moi, je comprends, hein. Mais après, pareil dans l'autre sens. Tu deviens une meuf, d'un coup, tu te prends tout dans la gueule, quoi. Moi, je me rappelle, un des trucs qui me fumait, c'était le vélo. C'est que quand j'étais un garçon, je faisais plein de trajets en vélo. Genre, j'étais toujours sur mon vélo, je roulais n'importe comment. Et globalement, les gens, voilà, ils se disent, c'est un garçon sur son vélo, il fait des folies, il fait des conneries. Voilà. Mais une fois que je suis devenue une meuf, d'un coup, je me faisais beaucoup plus klaxonner. Tu sais, il y a beaucoup plus de gens qui roulent moins vite à ton niveau pour te regarder. Enfin, plein de trucs comme ça. Ça a vachement changé. Par exemple, le fait d'être une meuf en vélo, ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et on s'attend pas à ce que d'un coup, tu sautes sur un trottoir,
tu fasses des trucs, voire même on est en mode oula, elle fait des folies, alors que c'est un mec, ça va. Et de pas, en fait, pouvoir parler de mon passé en tant que fille, en Et tant que pourquoi vous ne femme. pouviez pas en parler? Je pouvais, mais c'était très difficile pour moi de le faire parce que du coup, Ça impliquait plein de questions. voilà, sur la suite, c'était en plus. directement très personnel et moi j'étais un petit peu enfermée dans un rôle en fait qui me convenait pas. Mais je me disais au moins je me sens mieux dans mon corps. Le rôle d'un jeune homme. C'est ça. Alors que vous vous sentiez quelque part en disant, mais moi, mon histoire est plus complexe que ça. Vous vous sentiez encore Élise, en fait. En devenant Elliot, c'est Elliot, ouais. Oui, en fait, je me sentais. En fait, j'avais tellement d'expériences partagées avec les autres femmes autour de moi, mais je me sentais comme coupée. Je sais pas dans quel milieu elle était, mais perso, le fait dans un milieu queer gay, ça m'a évité d'obliger de performer comme ça. Ça a l'air d'être, à la base, d'être une lesbienne de plutôt petite ville campagne, parce qu'elle trouvait pas d'assaut dans le coin. Elle a dû, j'imagine, prendre la voiture ou le train pour se déplacer et trouver des gens. Donc déjà, il peut y avoir ce truc-là, quoi. C'est que les sociabilités que t'as, ça reste sociabilité collège-lycée, études sup. Moi, même si études sup, généralement, tu te barres tu te barres un peu plus loin. Du coup, ouais, c'est peut-être que les gens sont acceptants, mais c'est un peu plus normie, hétéro, et du coup, oui. Mais oui, être dans le milieu queer, ça aide. Hein. Il y a la transition physique, ça sont les étapes physiques, les hormones, la chirurgie, l'activité physique qu'on fait, le changement corporel. Mais il y a les autres transitions, la transition psychologique, la transition sociale, qui sont pas toujours en harmonie avec la première transition. Et donc on arrive parfois Et avec pas au même rythme aussi. une autre incongruence, cette fois, Ouais. qui n'est pas l'incongruence de genre, mais Oui, l'incongruence c'est ça. sociale, historique, qui sont des paramètres très importants à prendre en compte. Qui à 17 ans et se paye une opération genre what the fuck? Mais à partir du moment où même quand t'es un peu genre classe moyenne basse, il y a moyen de mettre un peu de sous de côté pour te payer une mastectomie quand t'as 17 piges. Genre en vrai c'est pas une folie non plus. Mais évidemment c'est un budget. Et ce qui me semble c'est pas remboursé. Mastectomie c'est pas remboursé. Mais il y a plein de gens, ouais, il y a plein de gens. Et puis bon après ça relève un peu du miracle, mais tu peux aussi trouver potentiellement un hôpital qui te le fait et qui te rembourse. Mais là où ça paraît être relevé du miracle, c'est qu'il y a généralement une liste d'attente assez forte. Et là, je parle pas des mastectomies, parce qu'il me semble bien que c'est pas remboursé. Il y a plein de façons de faire de la caillasse. Oui. Souvent, à l'adolescence, tu paies aussi 20 000 balles d'orthodontie, c'est pareil. Ouais, voilà, il y a d'autres types de frais qui s'engagent. Enfin, les familles font face à d'autres types de frais aussi. J'ai fait 1 an et demi de transition sociale, et ça m'a fait l'inverse. Ça dépend, oui, mais il y a des dépassements, mais à des endroits, tu peux avoir 0 dépassement. Ok. Mammectomie. Mastectomie, c'est quoi? Je me trompe. Toute cette démarche, elle m'avait été présentée comme quelque chose, tu prends cette décision à un moment dans ta vie et tu vas le faire toute ta vie. Toute ma vie, je vais prendre des hormones. Il n'y avait jamais eu la mention d'une possibilité à un moment d'arrêter, de changer d'avis. Du coup, pour moi, c'était ok, je suis sur cette lignée-là. Je me suis Putain, mais la daronne, vraiment la jambe de son mari, il faut absolument qu'elle bouge pas. Hein. Toute l'émission, elle va avoir la main là. Je sais pas, la gestuelle me fascine un peu. Genre, c'est leur connexion, il faut surtout qu'elle reste quoi. D'avoir une fille très empathique, qui comprend, qui peut se mettre à notre place aussi. Et du coup, bon, moi, mon discours était non, c'est hors de question. Je peux pas. Une fille, oui, c'est une personne qui a détransitionné, je sais elle. Oui, je sais que ça fait un peu bugger, mais c'est pas grave, c'est dites elle. T'aider dans ce choix parce que je ne sais pas si c'est bon pour toi. Il y a doute, quoi. Ben, je peux pas me mettre à ta place. Oui, Donc, je préfère que tu attendes d'avoir 18 ans. Moi, je trouve que c'est quand même des parents basés. Enfin, c'est pas des parents parfaits, pas des parents qui comprennent vraiment tout, qui sont woke, tu vois, c'est pas des parents woke, mais dans la méta parents classique, je trouve que c'est des parents voilà qui posent déjà un peu moins de problèmes parce qu'ils vont te dire je suis pas sûr de moi, mais prouve-moi le contraire. Je trouve que c'est une bonne réaction. C'est en mode vas-y, vole de tes propres ailes et tu vas me prouver le contraire potentiellement. Moi, j'avoue, c'était un peu l'avis de ma daronne, c'était un peu l'avis des gens autour de moi, mais même des potes et tout, c'est qu'ils étaient en mode ah mais j'ai peur que je te reconnaisse plus, ton visage il soit plus le même. Mais tant que t'es heureuse, tant que ça te voilà. Et des années plus tard, c'est des gens qui sont là en mode ah mais ça te va trop bien, franchement, enfin voilà, faut leur prouver quelque chose aussi, tu vois. Moi je comprends qu'ils soient limités dans leur projection, pas leur projection. Il y a pas de désir chez eux, tu vois. Il y a pas ce désir là à la base. Pour se projeter, encore faut-il désirer. Donc c'est là où il y a une vérité, c'est que c'est un truc qui t'appartient et à toi de montrer au monde que par la suite ça te convient, que ça te plaît, que t'épanouis. Ça marche aussi beaucoup comme ça, quoi. Bonjour, pardon, ça a dû être dit, mais quels sont les chiffres exacts des personnes qui regrettent leur transition? J'entends trop de fachos qui racontent n'importe quoi. Alors, attends 2 secondes, on peut en parler. Genre 1,5%, donc 90% ont détransitionné pour des raisons sociales. C'est un truc du type. Oui, tu as raison, l'étard. Il y a sur le site Medium, il y a ce document-là que je vous recommande qui date de mars 2023, qui est plutôt pas mal, qui est un peu une méta-analyse de plein d'études qui ont été portées sur le sujet. Donc ça vous permet pas juste de faire confiance simplement à une étude et aux billets qu'elle a, mais aussi de recouper les différents billets qui existent. Là, vous avez le tableau. Donc vous avez plein d'études, 2022, 2014, 2020, trucs. Là, il est marqué des transitions pour des mineurs, des transitions, regrets chirurgicales et des trucs comme ça. Et vous avez la proportion ici en pourcentage vous avez l'échantillon, donc
des fois, c'est des tout petits échantillons, notamment pour les enfants, hein, c'est compliqué. Même si là, il y a une grosse analyse avec 1057, ce qui est un peu impressionnant. Et là, ils vous mettent les problèmes. Problème, taille de l'échantillon. Et follow-up période, c'est ce dont je parlais l'autre fois, en début de stream. Follow-up période, le problème, c'est la capacité à suivre les personnes interviewées pour voir si finalement elles reprennent une transition ou si elles détransitionnent et tout ça. C'est une étude un peu plus à long terme. Donc c'est bien, ça permet quand même d'avoir un recoupage de différentes études. Et donc vous les avez là, les pourcentages. Là, pour ce qui est des transitions de mineurs, vous avez par exemple 2,5, 1,6, 5,5, 6,3, 1,2. Là, pour ce qui s'agit plutôt des transitions, en tout cas des adultes, 2,2, 1, 6,9, 9,8. Ça varie, ça dépend potentiellement du contexte, genre dans quelle clinique ça a été fait, dans quel pays, avec quelle problématique sociale. Je veux dire, il y a des pays plus conservateurs, même des régions, des trucs comme ça. Les parcours des gens aussi. Et aussi la clinique en tant que telle. Est-ce que la clinique a des bons professionnels de santé avec des diagnostics, voilà, parce que évidemment ça passe par des cliniques souvent. Mais donc voilà, vous avez à peu près ça. Et généralement, la différence d'échantillon, elle appartient surtout à la manière dont ils dissèquent l'échantillon des transitionneurs. C'est-à-dire que par exemple, dans une étude où on va être sur du 10%, généralement c'est parce que les gens ne font pas de différence avec le fait que des gens reprennent des transitions plus tard ou que les gens ne regrettent pas mais ont détransitionné et tout ça, etc., etc. Bref, mais en tout cas, si ça vous intéresse, là c'est juste le tableau et ensuite vous avez tout le détail ici. De chaque étude où ça explique la méthodologie, l'échantillon et tout ça. Donc c'est une grosse méta-étude assez intéressante. Mais voilà, mais globalement, je pense que ça c'est quand même un bon élément pour se figurer un petit peu. Enfin, je veux dire, désolé, quoi de mieux qu'une méta-étude qui en regroupe plein d'autres pour se faire un avis. Bon, vous avez ici devant les yeux le simple fait que généralement ça ne dépasse pas les 10%, que la moyenne a l'air d'avoisiner les 2 ou 3%. Voilà, globalement. Et après, entrer dans le détail peut-être pour comprendre un peu mieux ce qui se raconte, mais voilà quoi. Voilà, si ça peut vous aider, je vous mets le lien dans le chat. Quel est le résultat de la méta-étude ? Le résultat de la méta-étude, je crois qu'ils le disent dans l'introduction, c'est 3,3%. Oui, c'est ça. La détransition générale est à peu près autour de 3,3%. Pour les mineurs, c'est 4%. Et pour les regrets chirurgicaux, c'est entre 1,7 et 2,1. Le pool des études avec le plus de high reliability, c'est la confiance dans l'étude. La combinaison de regrets des transitions, ça avoisine les 2,5, 2,7. C'est un fic globalement. Un mec au taf m'a balancé un 70% au calme. Mais non, mais c'est une grosse connerie, bien sûr. Mais ça, c'est dû au fait que médiatiquement, on vous balance des situations de détransition, d'où le fait que j'avais peur de l'émission et c'est pour ça qu'on la regarde, pour faire de la veille, pour voir ce qui se raconte. Mais globalement, oui, quand vous cherchez, quand vous êtes sérieux, vous tombez à peu près sur ces statistiques-là. C'est politique. Ça veut dire que si les gens essayent autant de parler de détransition, c'est pour essayer de noyer le vrai rapport statistique du phénomène. C'est pour essayer de déséquilibrer, en termes de représentation, la réalité statistique du phénomène. C'est limite un non-sujet. Bah oui, quasiment. Mais c'est parce que c'est un peu un non-sujet que les gens en font un sujet pour essayer de déformer une perception de la réalité. Mais je veux dire, c'est comme les migrants, quoi. Je veux dire, il y a plein de situations où les migrants, c'est un peu un non-sujet dans des tas de domaines. Et pourtant, je veux dire, regardez, par exemple, l'aide médicale pour les personnes en situation irrégulière, c'est un non-sujet statistiquement dans le budget de la Sécu. C'est ridicule. C'est même pas 1% et tout. Et pourtant, on a martelé ce truc-là. Il y a eu des tas d'émissions sur le sujet. En mode, les migrants viennent se soigner chez nous. C'est un problème. Ils volent notre argent. Alors qu'en termes de budget, c'est rien. C'est vraiment genre, on a largement les moyens. On n'en est pas du tout mis en difficulté dans le fait de les aider. Voire même, il y a des bons arguments pour le faire. Déjà, des arguments humanistes, humains. Et puis ensuite, des arguments épidémiques. Ça veut dire que si tu as une population sans papier sur le territoire et qu'il y a potentiellement une maladie qui se développe et qui se propage chez eux, en fait, c'est la population générale qui est menacée aussi. Donc en fait, il y a un intérêt aussi à soigner tout le monde, tu vois. Enfin bref, mais même avoir un sens un peu utilitariste, tu vois. La transphobie, c'est la clé de voûte de l'extrême droite moderne. Alors, dose, non. En fait, nous n'avons pas le premier rôle. Désolé de te l'annoncer, mais c'est pas le cœur de leur idéologie. Ah oui, voilà, oui, je suis d'accord. Mais ça fait tenir l'ensemble. En fait, je suis pas d'accord sur le fait que ça fait tenir l'ensemble. C'est pas vrai. Mais par contre, c'est un sujet sensationnaliste. Et c'est pour ça que ça prend autant de place. C'est sensationnaliste. En fait, ça tient du monstrueux. Au sens de monstrueux, c'est du verbe monstrar. La chose qu'on montre, tu vois. La chose qui est monstrée. Parce que ça fascine les gens. C'est quelque chose de fascination, de dégoût. Et c'est pour ça que ça marche autant. Mais à part ça, non. On peut pas dire que l'extrême droite, c'est sa clé de voûte. Je suis pas d'accord avec ça. Par contre, le rapport au genre, et c'est pas seulement les trans, c'est aussi le féminisme, l'avortement, les questionnements suprémacistes de comment sauver la race blanche en faisant plus de bébés, des trucs comme ça, c'est un ensemble de sujets dans lesquels la transition
transidentité se greffe comme un phénomène quasi anti-blanc, tu vois, anti-européen, un phénomène qui participe à la décadence occidentale, en gros. C'est au fait que les gens ne font plus d'enfants, au fait que les gens ne sont plus attachés à leur culture, trucs comme ça, tu vois. Voilà. Là, on a vu que le taux de regret des transitions, c'était avoisinant les 2,5-2,7% sur les études les plus sérieuses. Maintenant, ChatGPT. Quel est le taux de regret lié à ces différentes opérations? Liposuction, tatouage, et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Liposuction, tatouage, qu'est-ce qu'on peut mettre? Rhinoplastie, et on va en mettre une dernière, agrandissage de bite. C'est bien d'avoir ChatGPT pour faire des comme ça. Les études disponibles sur les regrets après liposuction, qui est une chirurgie esthétique, indiquent généralement un taux de regret relativement faible. Déjà, c'est considéré relativement faible. Souvent dans une fourchette de 5 à 10%. Dans certaines enquêtes, environ 9% des patients rapportent un regret ou insatisfaction après une liposuction. Tatouage. 16 à 44% des personnes tatouées regrettent au moins un de leurs tatouages à un moment donné. Une estimation courante place le taux de regret autour de 20%, une personne sur 5. Aux États-Unis, une étude a trouvé qu'environ 24% des adultes tatoués déclarent regretter un ou plusieurs tatouages. Rhinoplastie. Le taux de regret ou d'insatisfaction après une rhinoplastie est souvent rapporté entre 10 et 30%. Certaines études suggèrent qu'une proportion importante des patients, jusqu'à 20%, peuvent se dire insatisfaits ou regretter partiellement leur rhinoplastie, notamment à cause d'un résultat esthétique, blablabla. Prothèse de genou. 40% des patients rapportent aucun regret. 25% rapportent un faible regret. 26% rapportent un regret modéré à élevé après arthroplastie du genou. Bon, après, là, c'est parce qu'il y a des complications. Une autre source française mentionne qu'environ un patient sur 5, 20%, n'est pas totalement satisfait après une pose de prothèse de genou, notamment à cause de douleurs persistantes. Bref, tout ça pour dire, les gens, que si tu mets ça en perspective avec d'autres interventions qui aujourd'hui ne posent aucun problème justement à des conservateurs et tout ça, enfin quoique des fois il y en a qui sont anti-tatouage ou anti je sais pas quoi, mais généralement aujourd'hui c'est intégré que la chirurgie plastique ou des choses comme ça va, tu vois, et même une prothèse de genou et tout, ça pose aucun problème dans l'opinion publique. Et bah les taux de regret peuvent être 5 fois plus importants, voire 10 fois plus importants. Et pourtant on parle des détransitions comme si c'était le phénomène qui montrait à quel point la médecine partait en couille et tout ça, alors que non, statistiquement, vous le voyez, je vous mens pas, tu vois. Bon après ChatGPT il est peut-être pas si fiable que ça, mais là je vous ai montré une méta-étude qui est plutôt sérieuse, je vous ai montré avec ChatGPT les taux de regret. Il y a tellement d'actes chirurgicaux ou médicaux qui peuvent être beaucoup plus sujets à regret et tout que bah c'est ridicule en fait. Voilà la réalité quoi. C'est que il y a vraiment un non-sujet un petit peu. Il y a vraiment un non-sujet sur la détransition. Et en même temps c'est intéressant de s'y intéresser, mais en réaction au fait que les conservateurs, au fait que les anti-trans veulent utiliser ces arguments-là. En réaction, c'est normal de s'y intéresser. Mais en vérité, si on était sérieux, statistiquement, intellectuellement, c'est un peu un non-sujet, tu vois. Voilà. Ma daronne qui a vu cette émission et qui maintenant a une parano de fou que je regrette une quelconque décision alors que je suis en début de transition. Bah oui, c'est le problème un petit peu que ça peut créer ce genre d'émission. Et en même temps, je trouve que pour l'instant, elle se déroule bien cette émission. Pour l'instant, je suis terrifié. Mais encore une fois, pourquoi, quand il s'agit de parler de transition, on parle surtout des transitions? Enfin, pourquoi c'est ce réflexe qui vient? Genre, tu vois, c'est l'émission là, son but c'est pas de rétablir une vérité. C'est pas compliqué. J'ai juste tapé. Tout à l'heure, j'étais dans le RER. J'ai juste tapé méta-étude transidentité, des transitions. J'ai trouvé ça. Elle me paraissait sérieuse. Voilà. ChatGPT, je lui demande le taux de regret d'autres interventions chirurgicales. En même pas 10 minutes, j'ai des sources. C'est pour vous dire à quel point les journalistes, au bout d'un moment, ne traitent pas les sujets autrement qu'en suivant les paniques morales et en s'intéressant aux paniques orales elles-mêmes et en cherchant plus à avoir une rigueur scientifique, une rigueur méthodologique sur le sujet. Mais ça, dans le journalisme, il y a un manque de méthodologie de plus en plus. Et moi, je trouve que, bon, quoi qu'on pense des zététiciens, c'est un reproche que j'ai parfois pu entendre chez des zététiciens en mode « Oh là là, la presse, ils sont nuls à chier en sciences, ils ont aucune formation scientifique, ils savent pas lire des études, ils comprennent rien. » Bah, en vrai, ils avaient raison. Ils avaient raison, quoi. C'est encore un problème aujourd'hui, c'est que dès qu'on est sur un sujet de santé, phénomène comme ça, et ça part en couille, quoi. Et de toute façon, on l'a même vu au niveau du Covid, quoi. Tout le monde a dit n'importe quoi. Enfin, typiquement, le Covid, c'est ça, quoi. C'est le Covid, on s'est retrouvé dans des situations où, pendant des mois, sur des plateaux télé, personne ne s'était intéressé vraiment aux études d'épidémiologie par rapport au Covid et tout. On disait n'importe quoi. Du coup, le chirurgien, il avait vraiment aucun souci avec le fait que j'étais mineur. Et il m'a même proposé des interventions supplémentaires. Il m'a proposé de faire, par exemple, une liposuction pour accélérer mes changements physiques, quelque chose que j'avais pas du tout demandé. Donc, il y avait vraiment un accès assez facile, quoi. Et tant mieux, le chirurgien a maxé. Mais l'étard, je serais tombé sur un chirurgien comme ça, c'est une aubaine. Ça, c'est un chir qui veut te mettre bien. Et vu que la plupart des gens ne regrettent pas, en fait, c'est trop bien, heureusement. Mais c'est pareil pour la féminisation faciale. C'est que des fois, tu vas tomber sur un chir qui est en mode « Ouais, c'est moi qui décide, je vais juste faire ça. » Et il y en a un autre qui te
dit on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut peut-être s'arranger pour faire passer ça. Et là, tu vis ta meilleure vie. T'es en mode enfin quelqu'un qui veut m'aider, tu vois. Genre. Oui, un chir qui veut s'en mettre dans les potes. Mais il y a un truc où ça fonctionne bien. Mais attends, mais l'État. Moi, en fait, un chir qui me dit je vais un peu truquer pour pouvoir te faire un truc supplémentaire, je lui dis merci en fait. Après, n'oubliez pas que ça reste des opérations lourdes. C'est pas facile, hein. C'est pas juste à la carte en mode c'est cool. Hein. C'est des semaines de convalescence, ça fait mal, mais pour un résultat qui est plutôt plaisant, donc oui. L'idée d'arrêter est vraiment venue quand j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, des problèmes gynécologiques liés au traitement. Et où là, on m'a prescrit un autre traitement hormonal, d'œstrogène cette fois-ci. Il y a eu des complications. Pour régler ces problèmes-là. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai pas envie de prendre plusieurs traitements hormonaux différents. Mais là, du coup, c'est une situation précise. C'est surtout, il y a eu des complications vis-à-vis des traitements. Ça devenait une accumulation de traitements. Et cette personne s'est juste dit, vas-y, au pire, je reviens un petit peu dans une zone qui me permet de... Ok, je comprends. J'ai commencé à sentir vraiment que j'étais en train de médicaliser mon corps de manière superflue. Pas nécessaire. Et du coup, à partir de là est venue vraiment toute une réflexion de mais en fait, je connais même pas mon corps adulte sans ce traitement hormonal. Okay, et pourtant, j'en ai peur. Pourtant, j'ai peur de ce à quoi il pourrait ressembler. Et ça, pour moi, ça a été assez confrontant de réaliser ça. Et je me suis dit, en fait, j'ai besoin de m'y confronter. J'ai besoin de comprendre de quoi j'ai peur et de laisser mon corps... Médicaliser mon corps, MDR, il y a un red flag sur le discours, mais je sais pas expliquer. Bah, c'est simple à expliquer. C'est littéralement la vie de Nirina. Nirina, si elle a un truc Loki transphobe, c'est parce qu'elle est en mode tu médicalises ton corps, c'est toujours un problème. Big Pharma te possède désormais. Qui est une crainte que je peux comprendre, mais qui, in fine, si tu la généralises, ça te rend transphobe en fait, parce que tu vas juste proposer des thérapies de conversion psychologique aux personnes trans pour qu'elles ne finissent pas dans les griffes de Big Pharma. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a un compromis à trouver. Évidemment que moi, ça me fait chier d'être soumise à des traitements. Dans l'idéal, j'aurais envie de pas en prendre et que tout puisse glisser. Mais c'est tout, c'est la vie. Il y a plein de gens qui prennent des traitements à vie. C'est tout, ça complique un peu la vie, mais je préfère 100 fois ça que de ne pas transitionner. Tu vois. Médicaliser mon corps, ça veut tout et rien dire. Oui, mais ça veut dire quelque chose. Moi, là où je suis pas d'accord, c'est que c'est un avis qui peut se comprendre. Par contre, effectivement, ça peut être aussi la piste d'un discours un peu conservateur. Voilà, mais c'est pas forcément toujours ça. Donc moi, ça va, il y a rien qui me choque. Et à ce moment-là, au moment où vous avez tout arrêté, vous vous sentez garçon ou vous vous sentez fille? Peu importe. Hein. Cette question, elle est difficile à répondre parce que pour moi, en fait, je me suis vraiment distancié de cette idée de me sentir fille ou garçon. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a apporté tellement de confusion depuis le début. Merci. En fait, je me sens pas femme, je me sens pas homme. Juste, c'est l'expérience que j'ai faite. J'ai été assignée fille à la naissance. J'ai été socialisée comme une fille pendant une bonne partie de ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous revendiquez ce genre au féminin. C'est quelque part, c'est votre histoire. Vous êtes née fille. Oui, et du coup, je sens que j'appartiens socialement au groupe des femmes, qu'on partage beaucoup d'expériences. Des transitions alors que la personne est non-binaire. Mais même, en fait, j'irais même pas dire non-binaire. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est genderfuck, tu vois. C'est au-dessus du genre lui-même. C'est au-dessus du genre lui-même, même s'il y a quand même ce truc de vas-y, quitte à avoir un pronom, c'est elle. Et après, laisse-moi tranquille avec le reste. Pas besoin de me poser 1000 questions sur pourquoi je ressemble à ça et tout. Dis elle, et après, voilà. Mais moi, j'aime ce disque. Et je le dis pas forcément à propos de moi. Moi, je suis pas en mode être basé, c'est être genderfuck. C'est pas ce que je dis. Mais être basé, c'est toujours reconnaître qu'il y a toujours une dimension un peu genderfuck quand tu transitionnes. Même si tu vas sur une transition binaire, il y a toujours des côtés un peu masculins chez toi. Et c'est ok. C'est pas parce que t'as eu le fameux argument de une socialisation primaire de garçons. Alors déjà, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, bien sûr. Et ça fait peur à des femmes qui sont en mode ah, du coup, t'es encore un peu un garçon. Oui, ça a quand même ses avantages aussi. Enfin, je veux dire, vous arrêtez pas de dire que les mecs ont des privilèges. Je vais pas cracher sur ce privilège d'avoir pu vivre un peu de l'autre côté et d'avoir un peu moins de gêne, je sais pas moi, à prendre la parole, à m'affirmer ou des trucs comme ça, qui sont un peu plus des qualités masculines. Mais pisser debout, pas mal parfois quand même. Ah, ça c'est, je pense, faudrait une étude pour voir combien de meufs trans acceptent réellement de perdre ce privilège. Parce que moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire non, mais moi, je fais tout comme une fille. Par contre, il y a un truc, c'est de pouvoir pisser debout quand même. Parce que bon, tout le monde n'a pas un chauffage de Bourges où toute la maison est chauffée et tout. Et rien qu'en hiver, quand t'arrives devant la lunette des toilettes et qu'il fait froid et que tu dois baisser ton pantalon ou ta jupe et t'asseoir et pisser debout, c'est bien. Et en soirée aussi, plutôt que de te retrouver à aller dans des chiottes dégueulasses ou alors tu peux pisser contre un mur. Bon après, t'essayes de pas être vu, mais c'est... Oh là là, les princesses. Mais comment ça, les princesses? Il fait froid, bien évidemment je vais pisser debout, ça va pas ou quoi? Quand il y a le retour en arrière, on se dit là, est-ce qu'on a bien fait d'accepter et tout, mais son évolution nous a rassurés, parce que dans la mesure où quelque part, elle trouvait une réponse. Elle trouvait des réponses par elle-même, et elle allait dans une direction, elle faisait des choix qui paraissaient logiques, et c'était pas une nouvelle déprime là-dessus.
là-dessus. Oui, vous l'avez accompagné finalement. Oui, évidemment que les parents vont tout de suite se dire de manière très binaire, oh, on l'a autorisé à faire un truc alors que c'était la pire idée, on avait raison depuis le début, on aurait dû se méfier. Mais en fait, rappel, les détransitions sont pas forcément des détransitions amèrement regrettées et sur un discours du type on m'a rempli la tête de conneries et j'ai transitionné pour les mauvaises raisons. Non, des fois c'est juste des transitions un peu genderfuck, tu vois. Et dans ces cas, merci que les parents l'aient compris, c'est bien. Ils sont pas bêtes ces parents, hein, vraiment. Est-ce que vous êtes en paix aujourd'hui, Ellie? Question. Vous avez 4 heures. Je sais plus quel âge elle a, mais en tout cas elle a l'air bien dans sa peau. Mais quand t'es jeune, il y aura peut-être d'autres étapes. Hein, ce que je regrette, c'est vraiment de ne pas avoir eu l'occasion plus tôt de m'accepter tel que je suis. D'avoir été encouragée dans un parcours qui, justement, m'encourageait à détester mon corps et à ne pas l'accepter. Vous avez été encouragée dans cette voie-là. Ouais. En fait, là, c'est un peu touchy quand même comme témoignage. Mais ça va. Oula. Ouais, c'est un peu une piste, oui. Mais ça va, tu vois. Elle se trompe d'ennemi. Bah ouais. Mais il faut l'accepter en tant que tel. Il faut accepter ce témoignage. Voilà, encore une fois, le problème, d'un point de vue dispositif, c'est que ça centralise ce type de témoignage et ce type de parcours qui est, je rappelle, très marginal. Mais il faut l'entendre. C'est important de l'entendre. C'est important d'entendre cette parole et de l'accepter. C'est tout. C'est comme ça. C'est juste, faut pas se gourer, quoi. Si ce type d'institution, si ce type de personne qui t'aide, qui te prend en charge et qui te file des hormones et tout existe, c'est parce que c'est juste prouvé que dans la plupart des cas, ça aide les gens, quoi, énormément. D'où l'importance de cet accompagnement sur le long terme pour que la réflexion, encore une fois, dépasse aussi la détresse qui pousse à faire des choses trop vite, quoi. Oui, alors c'est tout à fait. Et alors c'est toujours difficile de recontextualiser un moment. Après, ce qui est compliqué, c'est que ça dépend les gens. En fait, il y a des gens, ils sont, tu sais, genre le corps médical va leur dire, il faut que tu prennes ton temps, il faut que tu prennes ton temps, il faut que tu prennes ton temps, alors que c'est des personnes qui sont vraiment en mode, non, vas-y, j'en ai besoin, là, je vais pas bien. Tu vois, en fait, c'est bien d'avoir des garde-fous, mais ça convient pas à tout le monde, tu vois. Et des fois, rien que sur ce principe, il y a des personnes qui sont en souffrance et qui vont rentrer en guerre contre le corps médical parce que le corps médical leur oppose ces garde-fous. Ils ont l'impression de le faire pour les bonnes raisons. Ce qui se tient, c'est juste, comment dire, c'est une forme de pas de sagesse, mais de je sais pas, de suspension de jugement, comment on dit déjà, de précaution, voilà, de précaution. Pourquoi le mot oui, de prudence, de précaution, pardon, ça me venait pas. Du coup, ça peut s'entendre, mais ça convient pas à tout le monde, et des fois, ça peut même faire foirer des processus de transition, parce que ces précautions sur le long terme sont parfois ce qui rend vraiment taré des gens, quoi. C'est que t'as besoin de transitionner, et on va te mettre plusieurs années à te taper le corps médical qui va t'inspecter, t'examiner, nanana, alors que t'es à peu près sûr de toi. Voilà, il faut juste affiner, quoi. Il faut juste que les professionnels de santé soient bien formés et pas formés à faire autorité, mais formés à faire des bons diagnostics, quoi, si c'est leur rôle. Et en fait, moi, j'ai un peu l'avis de, t'as eu un parcours un peu chaotique vis-à-vis de qui tu es et tout ça, et en fait, s'il y a un monde où c'est ok, tu vois, déjà, ça concerne pas grand monde que d'aller vers des parcours comme ça. Et au pire, si t'as eu un parcours, voilà, un peu cassé, un peu bizarre, un peu expérimental, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, genre, c'est toi, tu vois, c'est toi. Tu n'es pas forcément obligé de regretter le voyage. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un voyage, c'est une recherche de soi. Il y a des gens, ils ont besoin de ça. Oh, les témoignages, les trucs de ce genre d'émission avec le piano, ça m'avait pas manqué. Je m'appelle Roman, sur cette photo j'ai 13 ans. À cet âge-là, je me posais déjà beaucoup de questions sur mon identité que je sentais en décalage profond avec mon corps. À 15 ans, ce malaise s'est transformé en rejet. J'ai développé une véritable haine de mon corps, une véritable dysphorie. Oh, vas-y. Je me suis progressivement féminisé, d'abord socialement puis physiquement. Ah ouais, c'est de quoi. Après, génétiquement, il y avait des prédispositions, quoi. La transition arrive facile. Non mais ça, c'est les meufs transchitées, ça. Ça fait à peine une semaine ou deux d'hormones et ça y est, ça a déjà du passing, c'est dingue. Hein. Ma transition a pris une autre dimension lorsqu'à ma majorité, j'ai pris rendez-vous pour des interventions chirurgicales concrètes. Une chirurgie de féminisation faciale, une augmentation mammaire, avec l'objectif d'aller au bout de ce parcours en envisageant une chirurgie de réassignation sexuelle. Mais peu avant mes 20 ans, alors tout concrétisé, une panique m'a envahi. Je sentais que j'étais allé trop loin, au point de tout mettre en pause et de faire machine arrière dans cette transition de genre dont je rêvais pourtant depuis la petite adolescence. Elle était belle en meuf. Hein. Enfin, il était belle. Il était belle en meuf. Ces images, Roman. Eh bien, j'ai traversé plusieurs phases par rapport à ce deuil. Aujourd'hui, je ressens de la tendresse et beaucoup d'affection pour elle, parce que pour moi, c'est une autre personne. Je crois qu'on va être sur le discours des transitions le plus feel-good et basé par rapport à elle, qui est un peu plus dans une souffrance, un regret.
vrai. Là, on va avoir un peu la side feel good. Genre, bref. C'est quelqu'un qui a pris les devants quand Roman n'était pas capable, parce qu'il était trop jeune et qu'il ne pouvait pas encaisser toute cette souffrance. Est-ce que... Globalement, la personne est belle, quel que soit le genre. Après, c'est parce qu'il y a une méta où les twinks un peu femboycore, en tout cas qui ont les dispositions pour l'être, sont dans les bonnes grâces de la vision esthétique du moment, quoi. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est pas toujours le cas. Moi, je pense que le principal coupable, c'est Nintendo. Je vais vous expliquer mon raisonnement. Il y a quand même une méta qui s'est installée depuis que Link est un femboy. Depuis que Link, dans Breath of the Wild, et dans l'autre jeu, j'ai oublié, là, est devenu un femboy qui peut potentiellement s'habiller en Gerudo et tout. Bon, disons que ça trixe les gens. Disons qu'il y a, tu sais, voilà. Mais c'est pas que Nintendo, en vrai, c'est aussi, je sais pas, par exemple, les corps des hommes coréens, dans les clips, les trucs de K-pop. Enfin, tu sais, il y a un truc un peu plus twinkisant qui s'installe, ou même, on peut aller sur Timothée Chalamet ou des trucs comme ça. Tu vois, il y a un truc au niveau du genre masculin, où on est dans une tendance où les hommes féminins, ou en tout cas qui ont un potentiel féminin, ils ont quelque chose, ils ont un charme. Et par exemple, anime, genre le streamer anime, je suis désolé, le streamer anime, tu découpes son visage, tu le mets sur le corps d'une femme pulpeuse, c'est une bombe. En fait, tu vois ce que je veux dire ? Il y a une méta, en fait, il y a une méta où ça plaît, ça intrigue, ça plaît, c'est dans les critères de beauté du moment, quoi. Comme Ellie, vous nous diriez que c'est un temps qui a été perdu ? Si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, je vous aurais dit oui, parce que je m'en suis mordu les doigts pendant longtemps de cette période-là. Aujourd'hui, je pense que oui, d'une certaine façon, parce que ça a contraint ma construction en tant que jeune homme que je suis maintenant. Oui, je comprends. Ça a quand même faussé pas mal de choses. Il y a plein de codes que j'ai pas. Psychologiquement, psychologiquement surtout, parce que moi, ça s'est surtout axé sur le psychologique et le social. Néanmoins, sans elle, je n'aurais pas été moi complètement. Ouais, ça. Donc, c'est l'accumulation de Roman garçon et Roman fille qui ont donné le Roman d'aujourd'hui. Voilà. Et je vous jure que être un jeune garçon de 21 ans qui est passé par l'étape être une femme, voir ce que ça fait, les injonctions, les relations. Et en fait, moi j'ai envie de dire pourquoi ne pas regretter le voyage ? Parce qu'à terme, t'es quand même un individu tellement plus complet du point de vue de l'expérience. Je dis pas qu'il faut forcément passer par cette expérience pour mieux comprendre les autres et mieux comprendre la frontière entre le genre et tout, mais au moins t'en ressors plus armé de ce point de vue-là. C'est vrai que ça c'est une chance. Ça, on peut pas nous l'enlever aux personnes trans. C'est que on a traversé la frontière du genre. Des fois, on a une certaine clarté, une certaine vision sur les injonctions de genre, les injonctions sexuées, et à quel point tout ça repose parfois sur du cinéma, sur de la pure construction sociale, et à quel point les gens se trixent parfois là-dessus. Moi, je suis désolé, mais moi, un des trucs qui me fait le plus rire, c'est la manière dont les hétéros essayent de mystifier l'imaginaire mental d'une fille ou d'un garçon, tu sais, de l'autre, tu vois. Moi, je suis vraiment en mode, oh, prenez tellement la tête. Vous avez l'impression qu'une meuf, c'est vraiment un imaginaire complètement différent du vôtre. En fait, en soi, c'est des codes différents, mais les humains sont si semblables. C'est juste qu'ils utilisent pas les mêmes codes, quoi, mais ils sont parfois si semblables. Vous faites l'application du Transmaxing Manifesto. Moi, mon avis qui va faire bondir des gens, c'est que, en étant marxiste, je comprends le transmaxing. D'un point de vue matérialiste, bien évidemment que le genre, c'est une matrice dans lesquelles tu joues tes cartes socialement, et que le transmaxing peut s'entendre. Pas les raisons qu'il invoque en mode les femmes ont tous les droits, les femmes dominent la société, c'est pour ça qu'on devient des femmes et tout, mais c'est un autre game. Tu peux jouer des autres cartes, et si c'est un game que tu comprends mieux, que tu préfères, et dans lesquels tu joues mieux tes cartes, défendre la position du transmaxing s'entend en fait d'un point de vue matérialiste. Tu joues tes cartes socialement, c'est aussi un jeu de classe, hein. La féminité et la masculinité, c'est aussi... Enfin, recoupez-le à la classe, quoi. Tu joues tes cartes d'une certaine manière. C'est quoi le transmaxing ? C'est un peu une méta, à la base, qui vient un peu des incels, lore un peu Reddit, 4chan et tout ça, qui est une méta où les gens disent être un homme c'est tellement difficile pour nous parce qu'on est comment dire, on est des incels black pill, on sait très bien qu'on n'aura jamais nos chances de sortir avec des meufs et tout, que notre meilleure option c'est de devenir des meufs. Et donc devenir des meufs pour avoir je sais pas, un meilleur travail ou une meilleure vie sexuelle ou juste émotionnellement. Et en fait c'est des gens qui des fois défendent le truc en mode sincèrement, si on m'avait donné le choix, j'aurais préféré être un mec qu'être une meuf, mais vu que j'ai pas eu le choix que d'être un piètre mec, je suis devenu une meuf. Du coup il y a un peu un truc de déni, un truc un peu sombre, mais moi je le défends quand même parce que c'est une manière de rationaliser ton rapport à ton expérience. Moi je vais pas juger, tu vois. Si t'as des brainworms en mode je voulais pas exactement être une meuf mais je le suis devenu, du coup je le rationalise d'un point de vue incélisant, vas-y, si c'est ton truc, voilà, on verra dans quelques années comment tu rationalises, hein, ça change au cours d'une vie, mais bon, j'ai pas de problème avec ça. C'est un peu rigolo, quoi. C'est trop minoritaire, ça existe pas. Oui, mais tu peux retrouver des arguments de ce type-là. Tu peux trouver des meufs trans qui vont te dire, par exemple, moi j'ai transitionné parce que je voyais que être une femme
femme, c'était beaucoup plus facile. Tu peux être entretenu, t'as juste à être jolie. Socialement, c'est beaucoup plus compliqué qu'être un mec, que devoir faire tout le temps des efforts. Moi, j'étais pas fait pour ça. Je préfère être une meuf, ne serait-ce que pour ça, pour avoir une vie où je peux un peu plus me reposer sur les autres. Tu vois, il y a des gens qui le rationalisent comme ça, et c'est ok. C'est une manière de rationaliser, quoi. Je veux dire, moi, je respecte le délire des gens sur le monde. Je ne pars pas du principe que les gens disent constamment une vérité sur le monde. Parfois, ils disent des trucs complètement absurdes, des trucs complètement délirants. Mais c'est pas grave, il faut respecter le délire des gens. Ça veut pas dire qu'ils ont raison. C'est juste que c'est normal, c'est humain. La vérité est un délire. Entre nous, à Koufen, est-ce que c'est pas plutôt que le délire est une condition d'accès à la vérité? Ça, pour moi, mais je sais pas si on peut dire que c'est un délire. Bref, pardon, c'est nos débats philo avec Akoufen. Jeune adolescent en détresse, c'est une voie possible pour se sortir, et vous vous engouffrez dans cette voie en vous disant que vous allez vous sentir mieux, et l'un et l'autre, au moment où vous êtes partis sur cette voie-là, vous dites en fait je vais pas mieux, je me suis peut-être planté de voie. Bah en fait, il y a un peu un truc transmaxing, parce que moi j'ai vu l'extrait, et c'est une personne qui a subi du harcèlement scolaire en mode homophobe et tout, et en fait, bah c'est un constat matérialiste. T'es un jeune garçon avec un physique un peu androgyne, tu te dis vas-y, je peux transmaxer mes compétences féminines, mon apparence, ce que je peux mettre sur la table dans cette société peut être intéressant pour moi et juste me permettre de mieux jouer mes cartes dans ma vie. Bah en vrai ça se tient, hein, ça se tient. Moi c'était ce que je me disais, je me dis non mais c'est normal, t'es pas encore allé au bout, t'as pas terminé, bah c'est normal que tu sois toujours dans ce mal-être puisque tu n'as pas ton corps de femme. Sauf que c'était pas du tout là que se logeait le problème. Oui. Et socialement, qu'est-ce qui était difficile? Aussi de faire une croix sur on va dire vous aviez quel âge au moment de votre transition? 15 ans. Les privilèges. C'est faire un deuil de ces 15 ans d'avant. Les privilèges masculins. Pas spécialement dans le sens où quand j'ai transitionné, ça a été une libération et un soulagement immédiat. Ne serait-ce que par le fait qu'on m'appelle par ce prénom féminin et qu'on... Pour moi, PD à 12 ans, je voulais juste être une meuf pour pouvoir embrasser des garçons. Mais en fait, logique, t'inquiète. Moi, j'ai déjà discuté avec des hommes gays. Il y en a, ils m'ont dit « Ah, j'hésite à me faire une vaginoplastie. » J'étais en mode « Mais quoi ?» Bah oui, je veux rester un garçon, mais juste me faire pénétrer par devant. En fait, c'est tout. Il y a dans l'homosexualité et tout, des fois, il y a des continuums avec ce que tu veux de ton corps, c'est ce que tu fantasmes et tout. Oui. Elle est jolie cette photo. Oui. J'adore cette photo. Et en même temps, cette photo, elle est troublante parce que je trouve qu'elle pouvait être autant homme que femme. Oh là là. Écoutez, c'est toute la... Pas vraiment. Elle dit ça parce qu'il y a une petite pomme d'Adam qui pointe. Mais non, elle est clairement meuf. L'histoire, c'est que moi, je suis une personne androgyne. C'est quoi ces critères de féminité pour dire sur cette photo, ça a pas l'air d'une meuf quand même, je sais. En l'occurrence, une personne androgyne, c'est une personne qui naît avec des traits, je dirais, très ambigus. Moi, j'étais... Et puis Roman, quelque part, c'est ironique. Moi, j'étais né pour... Vous étiez né pour être un peu... Pour être un peu entre les deux. Moi, quand j'étais enfant, j'en ai parlé avec ma mère il y a pas très longtemps, elle m'a dit, tu sais, chérie, quand tu étais enfant, que tu étais dans la poussette, c'était... Les gens ne savaient pas. Oui, bien sûr. Tellement c'était troublant, et ça a continué à être troublant à l'école primaire pendant des années. Ça l'a été moins quand je suis rentré au collège parce que A-t-on besoin de parler de la vie intime et psychologique des gens sur des plateaux TV? Oui. Maintenant, on peut critiquer la télévision même. Peut-être que c'est la télévision qu'il faudrait plutôt critiquer. Est-ce qu'elle te renvoie à la gueule et la manière dont elle synchronise les consciences et comment elle... Tu sais, et puis les dispositifs et tout, ça j'ai pas de souci. Mais oui, il faut qu'il y ait des gens qui puissent partager leur intimité et ce qu'ils ont dans les tripes, surtout sur des sujets comme ça. Pourquoi? Parce que créer une communauté sensible, c'est politique. Une communauté sensible, c'est pas forcément juste des gens qui sont d'accord sur des principes. C'est que les principes partent des affects. Si tu ne transmets pas les affects, comment tu crées une communauté politiquement une communauté sensible qui défend des principes? Tu n'y arrives pas en fait. La politique, c'est pas juste des principes sur lesquels on s'aligne. C'est aussi au bout d'un moment la compréhension des affects qui nourrissent ces principes. Donc pour moi, oui, ça passe par un partage d'intimité et tout. C'est un processus politique. L'intimité, le dévoilement de l'intimité, les discussions profondes sur ontologique et tout, évidemment que ça fait partie du processus politique, permet d'obtenir une base qui sait pourquoi elle défend les principes. En fait, moi j'ai presque envie de te dire, je me méfie davantage des gauchistes qui alignent les principes sans jamais s'intéresser à l'affect. Parce que ça veut dire qu'ils ont juste des principes, des séries de principes à évoquer, mais dès qu'ils sont mis en contradiction, dès qu'ils sont mis dans des zones de confusion par rapport à ce que sont les affects qu'ils ont du mal à cibler, bah en fait très vite ils peuvent être confus. Donc en fait ça me rassure que des gens s'intéressent à des affects avant de s'intéresser aux principes. C'est beaucoup plus humain presque. Souvent les jeunes hommes homosexuels efféminés au collège, oui on leur dit que ce sont des tapettes, des machins. Moi c'était vraiment, on me disait toi ça se voit que plus tard tu vas devenir une femme et tu seras un putain de travelot. Et on me l'a répété beaucoup de fois. C'est horrible. Ah ouais, c'est rare quand même. C'est horrible. Bah non, j'ai presque envie de dire ça pourrait être basé dans un autre monde, mais c'est horrible parce que c'est du harcèlement derrière. Putain, par contre c'est rare, hein. Généralement c'est l'homophobie, mais pas l'homophobie au stade où on te dit ah t'as vraiment une gueule à transitionner quoi. C'est bref. On m'a physiquement, on m'a jeté des cailloux, on m'a fait boire de l'encre à stylo, on m'a enfermé dans les toilettes, on m'a déshabillé, on m'a mis mes affaires dans les toilettes du collège, on m'a vraiment tout fait.
Mais quelque part, pour moi, c'était une réponse, quoi. Et puis, il y avait même un côté revanche. J'ai déjà entendu ça dans mon collège-lycée. Plus les années passent, plus le sujet de la transidentité et des queers se fait connaître, plus il y a aussi un radar très confus, mais un radar qui s'affine dans la population générale. Et les gens ne parlent plus simplement d'homophobie ou d'homosexualité, mais les gens parlent aussi de transidentité maintenant. Ces nouvelles générations, bah oui. Moi, j'envisageais ce qu'on appelle communément dans le langage une FFS, donc une féminisation faciale. Oui, j'envisageais également une mammoplastie. Alors, mammoplastie, je l'ai, mais ça se passe comment, la féminisation faciale? Alors, la féminisation faciale... Ah, bon, si on entre dans les détails, c'est un peu gore. Ça se fait en 1 ou 2 fois. On ouvre le crâne des 2 côtés, on décolle la peau du visage. Oui, après ça, c'est pour les arcades sourcilières. C'est particulièrement badant. Enfin, dans les détails, ça fait très peur. Hein. On t'ouvre la peau ici, on la replie, pouvoir accéder à l'os de l'arcade pour le fraiser. Et après, on te remet ça et voilà quoi. C'est de la maçonnerie, oui. Regardez, moi, par exemple, ils m'ont fait le menton. Le menton, ils sont venus... En fait, ils ont ouvert entre la gencive et les dents, là. Ils sont venus avec un truc pour fraiser le menton par ce trou-là. Puis ensuite, ils referment dans la bouche. Donc en fait, quand je suis sorti de l'opération, j'avais plein de fils entre mes dents et mon... Tu sais, voilà. Enfin, c'est un peu impressionnant quand même comme type d'opération. Ça fait mal. Ça va. Moi, je suis pas... Moi, la douleur post-op, tant que j'ai un peu des Doliprane, Tramadol et tout, je m'en fous, quoi. Ça va. Je suis juste stone et ça va. Ça m'allait. Mais moi, j'ai plus peur des anesthésies et de la perte de contrôle qui s'ensuit, quoi. T'étais consciente? Oui, bien évidemment. J'ai vu le sang gicler, parler en même temps qu'on était en train de me fraiser le menton. Bah non, j'étais pas consciente de... Bref. J'ai l'impression qu'on ne... Qu'on croit que c'est comme ça, quoi. En fait, que c'est une Françoise est en train de mesurer très bien. Là, quand elle entend les vis et tout, je vois... Non, mais pas du tout. Mais moi aussi, ça... Vous avez raison. Oh là là, bah après, moi, ce qui m'énerve, c'est que les bourgeois qui sont en mode oh là là, quand même, vous faites plein d'opérations, les meufs, ça suffit, c'est bon, quoi, c'est ok, féminisation faciale, il y a des procédures qui font un peu peur. Mais vous faites greffer des seins, vous faites enlever de la graisse, vous la réinjectez autre part et tout, c'est bon. Maintenant, c'est... En fait, la chirurgie esthétique, ça rentre tellement ça devient commun, faut arrêter de maxer quand c'est des trans. Si on prenait le détail de vos chirurgies à vous, les meufs, bon. Et même les mecs bourgeois, aujourd'hui, ils passent sous le bistouri, vous inquiétez pas, hein, je ne dis pas qu'il faut dire aux gens de ne pas le faire, mais il faut dire la vérité sur ce que c'est. Vous voulez une féminisation faciale, on va vous ouvrir le crâne, on va vous ouvrir la gencive, on va vous mettre des vis dedans. Pendant 6 mois, vous allez plus sentir. Ouais, après, là où il fait un peu une confusion, c'est que l'exemple qu'il prend pour la FFS, c'est l'arcade sourcilière uniquement. Il n'y a pas que ça. Il peut te faire enlever de la graisse simplement par injection ici. Il peut te faire enlever de la graisse du cou. C'est assez léger. Le menton en soi que j'ai fait, c'est un petit peu impressionnant parce que ça ouvre par là, mais ça va. Le nez, en vrai, le nez, c'est juste que la convalescence est particulièrement forte. Mais globalement, le nez, c'est moins impressionnant. Il a vraiment pris l'exemple du truc impressionnant, mais c'est parce que ça le concernait lui, quoi. Mais oui, c'est une des procédures les plus impressionnantes. Et moi, de toute façon, j'ai envie de repasser sur le billard. Hein. C'est peut-être impressionnant ce type d'opération, mais moi, j'ai envie d'en refaire. Hein. J'ai encore quelques trucs qui me font de la dysphorie, quoi. Vous avez envisagé une vaginoplastie? Bien sûr, oui. Pour moi, c'était l'aboutissement concret de ma transition. Il était hors de question que je garde mon sexe envers lequel j'avais une haine abominable. Ça me donnait des idées noires de le voir. Oui, ça doit être insupportable. Insupportable. Ouais. Les jeunes sont encore tricks vaginoplastie par défaut? Non. Non, c'est un cas très spécial. Je crois que la proportion, elle a peut-être même changé, elle a peut-être évolué dans ce sens-là aujourd'hui. Mais il me semble qu'en fait, la proportion de femmes trans qui font une vaginoplastie, c'est, je crois, autour des 17 ou 18%. Donc ça veut dire qu'une personne sur 5 fait de la vaginoplastie, le reste non. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. D'où le fait que considérer ça comme l'aboutissement d'un parcours de transition, c'est un problème aujourd'hui parce que ça représente vraiment pas la population générale. Je me suis dit, écoute, tu veux le faire, tu vas te confronter à ce que c'est. Donc tu vas regarder comment ça se passe une vaginoplastie. Et tu vas regarder des vagins de femmes trans opérées. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Un électrochoc. C'est terrifiant. Oui, c'est vénère, quoi. C'est de la... Oui. Mais après, en fait, j'ai un peu l'avis de... Mais globalement, les opérations, de manière générale, c'est une boucherie. Bien évidemment que c'est une boucherie. Et moi, j'ai un peu le truc de... J'ai pas envie de savoir exactement ce qui se passe dans le bloc opératoire. Je préfère m'intéresser à la manière d'avoir une bonne convalescence et comment ça se passe et comment faire attention. Mais savoir dans les détails gore ce qui se passe sur le bloc opératoire, pourquoi m'infliger ça, tu vois? Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui passent par le bistouri... pas que pour des raisons esthétiques, hein, je parle de tout. Tout le monde n'a pas envie de savoir ce qu'on t'a fait, quoi. C'est un peu vénère des fois, c'est gore. En fait, je me suis dit à un moment donné, est-ce que tu veux un vagin ou est-ce que tu veux plus de ton pénis? Vous avez 4 heures, là aussi. Sauf que moi, ça m'a pris 2 ans. Hyper intéressant comme question. Ouais, très bien formulé, bien sûr. Vous l'avez dit ou vous étiez accompagné psychologiquement? Tout seul. J'ai été accompagné par personne. C'est-à-dire que vous ne vouliez plus de votre pénis, mais vous ne vouliez pas d'autre chose. Ouais. Ni l'un ni l'autre. Ça dépend. En fait, ça dépend comment tu gères ça. Par exemple, il y a des meufs trans, elles vont jamais faire une vaginoplastie ou l'envisager
envisagé parce que bon voilà. Mais par contre, elles aiment pas qu'on leur touche le pénis. Elles aiment pas s'en servir. Même un mec ou une meuf qui est en mode est-ce que je peux te sucer, ça les gêne. Ça a été mon cas pendant des années. Encore jusqu'à très récemment, je ne pénétrais pas. Genre, j'utilisais pas mon pénis pour pénétrer quelqu'un. Et ça a fini par changer parce que je suis à l'aise, tu vois. J'ai plus de... Les injonctions de genre finissent par me passer au-dessus, quoi. Mais c'est pour ça que tu construis des rapports à ton corps. Ça veut pas forcément dire le charcuter, quoi. Mais tu construis des rapports à ton corps où tu trouves des arrangements qui te conviennent. Et après, c'est amené à évoluer. Faut pas se fixer, quoi. Un pénis, c'est pas neutre. Oui, et puis moi, je suis désolé, mais vis-à-vis de l'imaginaire d'une meuf trans, la manière de concevoir le féminisme autour de tu as l'arme du crime entre les jambes n'aide pas certaines femmes trans à s'y retrouver vis-à-vis de leur anatomie, quoi. C'est que ça leur fait pas du bien. Et c'est pour ça que je me méfie de ce discours essentialiste. Non, ça n'est pas simplement une question de tu as l'arme du crime et parce que l'arme du crime bande, tu as quelque chose de coupable, tu vois. Je le dis en tant que meuf trans parce que derrière, ça crée des meufs trans qui se prennent la tête et essentialisent leur corps. Alors que c'est leur corps, quoi. Il s'agirait de s'accepter. Donc bon, féminisme essentialiste, je m'en méfie aussi pour ça, quoi. Il y a 4 opérations qui sont disponibles quand on est une personne née homme et qu'on souhaite toucher à ses attributs. La première, la plus soft, c'est la double orchidectomie, l'ablation des testicules. Oui. Et garder le pénis. Oui. Donc concrètement, ce qu'on appelle dans le langage courant une castration. Ok. Après, la plus commune et la plus connue et la plus demandée, c'est la vaginoplastie. Il y a même plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques, mais disons que les techniques les plus couramment répandues, c'est une technique qui va viser à replacer tes organes génitaux à certains endroits pour essayer de te développer un clitoris sensoriellement fonctionnel. Voilà. Et après, la peur de ce type d'opération, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est que tu te retrouves avec certes un trou, quelque chose qui ressemble, mais que tu aies perdu toute sensibilité sexuelle. Ça, c'est terrifiant. Et j'avoue que c'est pour ça que moi, j'ai abandonné l'idée de le faire parce que je suis terrifié. En fait, je tiens tellement à ma sexualité, j'aime tellement baiser que je suis terrifié de me retrouver asexuel de force parce que je perds mes sensations, tu vois. J'ai cette peur-là, quoi. Donc non, j'ai pas envie de la faire. Mais globalement, de plus en plus, en tout cas quand tu t'adresses à des chirurgiens compétents, de plus en plus, la marge d'erreur, la marge de possibilité est réduite. Aujourd'hui, les techniques sont assez développées. Mais faut toujours, faut mettre ça dans la balance, il y a ce risque. La troisième option, c'est la vulvoplastie. Donc c'est d'apparence extérieure un vagin, mais il n'y a aucune profondeur. Ok. Ça, c'est triste quand même. Mais la vulvoplastie, c'est ce qu'on faisait dans les années 60-70, quoi. Enfin, même pas 60, je pense 70-80. C'était vraiment au tout début où on était en mode, bon, allez, les meufs trans, allez, on leur fait un trou, là, on leur fait un truc qui ressemble et puis après, elles se démerdent. Attends, juste, femmes trans, il n'y a pas de problème d'érection. Ça dépend, mais globalement, en majorité, non. C'est juste que ce qui change, c'est que tu n'as quasiment plus d'érection spontanée. Les érections spontanées, c'est par exemple quand tu te lèves le matin et que t'es un garçon, ton pénis, il est irrigué et donc tu te retrouves avec le barreau, quoi, tu vois. Et donc, tu as des érections, mais du coup, elles sont peut-être un peu plus difficiles à venir et elles sont contextuelles à l'excitation. Alors que pour un garçon, bander au cours de la journée, ça arrive et c'est parfois même pas relié spécialement au fait d'être excité. C'est juste une manière pour le sang de mieux circuler. Mais du coup, voilà, c'est ça qui change. C'est que globalement, tu bandes moins, mais tu bandes quand t'es excité, quoi. À l'inverse, mec trans sous testo, t'as la barre le matin. Ouais, putain, mais c'est... Ah oui, mais maintenant t'as ce truc-là, quoi. Tu sens que t'as la barre qui te vient parfois à des moments où t'es en mode, mais non, pas maintenant, tu vois. Et du coup, tu comprends l'imaginaire mental des mecs hétéros tricks par le patriarcat en mode, nous les hommes, nous souffrons de nos pulsions. Notre membre bande quand nous souhaitons pas qu'il bande et ça amène des pulsions et on doit se battre contre la pulsion. Ça vient de là. Ça vient vraiment de cet imaginaire de mon pénis bande contre ma volonté, quoi. Sauf que l'interprétation, c'est de dire, nous sommes des êtres de pulsion, nous sommes dangereux et à ce titre-là, nous luttons contre nos pulsions qui est le fait d'être excité à des moments où on veut pas être excité. Mais c'est parce que un des problèmes des mecs, c'est de se dire, je bande, donc je suis excité, je dois trouver la raison pour laquelle je suis excité. Alors que non, physiologiquement, c'est juste circulation sanguine, quoi. C'est juste que vu que ça devient dur et que ça frotte contre le calbar, du coup, ils se disent qu'ils doivent être excités et qu'il y a un truc qui leur passe par la tête. Voilà. Comme ça prend moins de place, c'est discret, donc t'as pas le truc d'avoir honte. Oui, après, il y a beaucoup de mecs où ça prend pas tant de place que ça frotte vite fait contre le jean, mais ça se voit pas tant que ça, quoi. En vrai. À moins d'avoir une grosse queue, mais dans ces cas-là, quand tu bandes, il y a quelqu'un qui se dit, tiens, il a mis un truc dans sa poche, quoi. Voilà, c'est... Faut avoir l'œil pour se dire, ah ouais, c'est un gros sexe en érection, ça. Bon, conclusion. Cette émission dans le dispositif, en fait, dans l'espace méta télévisuel, c'est un problème, parce qu'encore une fois, c'est une émission qui présente le sujet sur un angle de, on va s'intéresser aux détransitions parce que c'est quand même le sujet qui nous inquiète. Alors qu'au fond, vous avez vu à quel point statistiquement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter non plus. Mais vis-à-vis des
deux personnes invitées vis-à-vis même du psy, qui au final, on peut avoir des craintes, mais ça va quoi. Enfin, c'est un psy quoi. Il pose pas de problème spécifique. Moi je trouve que ça s'est bien passé, donc je suis pas spécialement alarmé par cette émission quoi. On peut pas dire que c'est une émission qui, une fois de plus, remet de l'eau sur le feu et va nous poser problème et continue de... Mais en fait, si, rien que par ses prémices, rien que par le fait qu'elle met en avant la question de la détransition d'abord, c'est forcément une émission qui ne participe pas forcément à ce que les gens... comment dire, se fasse un avis un peu plus sympathique, un peu plus empathique sur la transidentité. Mais ce que racontent les personnes est un peu plus nuancé que ce à quoi s'attendent les transphobes. Et c'est déjà ça. Ça a introduit au genderfuckisme. Ouais, il y a un peu des pistes et bah oui. Bah en fait, la vérité, c'est ça, quoi. C'est que n'oubliez pas que beaucoup de personnes qui détransitionnent sont des personnes qui, au final, sont un peu au-delà du genre. Que ça soit en revenant vers quelque chose de binaire et en se disant « Ah, bah je ne regrette pas le voyage, même si j'ai fait des erreurs, ça m'a apporté beaucoup. » Comme la deuxième personne, là, comme Romain, je sais plus, qui était plutôt sur un discours de « Ah, bah je suis complet parce que j'ai été cette fille et je suis ce garçon aujourd'hui. » Ou alors l'autre personne qui a un discours un peu plus de regret, de souffrance, mais qui au final n'est pas non plus tant que ça en souffrance et en résistance avec le fait d'avoir eu cette expérience, quoi. Il y a un spectre. Au sein de la détransition, il y a un spectre. Et voilà, ne vous faites pas gaslight par toutes les émissions qui, justement, ont tendance à vous présenter ce qu'il y a de pire dans ce spectre, c'est-à-dire les personnes qui sont vraiment en souffrance et vraiment en guerre contre l'institution médicale, contre la transidentité, l'idéologie trans, comme quelque chose qui les a blessés, qui les a complètement aliénés. Ce sont des profils très rares, mais ce sont des profils que s'arrachent les transphobes, les conservateurs qui veulent à tout prix les mettre en avant pour véhiculer ce type d'image. Et je le rappelle encore une fois, statistiquement, ça tient pas. C'est très rare et voilà. Mais bon, ça va, c'était bien. Je suis contente, c'était un bon stream, je suis vraiment contente. L'émission était bien, j'ai pu parler de plein de choses et tout, c'est trop bien. Après, ça montre aussi qu'ils considèrent quand même que c'était un moment important pour leur construction et pas un désastre pour leur vie. Bah oui. Dans les deux cas, au final, les personnes se retrouvent à dire, bah oui, ça fait partie de moi. Oui, très intéressant. Oui, après, c'est un sujet, il revient de temps en temps, des transitions ou transidentité sur mon stream, voilà. Une fois tous les 2-3 mois, j'en reparle, c'est bien, ça fait des piqûres de rappel, c'est toujours bien.